Donc, nous accueillons maintenant notre intervenant, Vincent Le Cerf, à qui on a donné cette noble mission de nous convaincre qu'il ne faut pas s'arrêter sur la dernière scène que l'on a vue, mais que ce sujet mérite d'aller un peu plus loin. C'est le moins qu'on puisse dire. On a quelques débats animés parfois à l'Interclub, donc on va voir ce qui se poursuit ce soir. Le principe de la soirée, c'est Vincent Le Cerf va commencer de nous expliquer un certain nombre de choses, de démystifier un certain nombre d'aspects sur l'intelligence artificielle. Nous aurons un témoignage au milieu de son intervention, puis la fin, la conclusion, et ensuite, eh bien, c'est un jeu de questions-réponses avec la salle. Profitez-en. Nous avons prévenu notre intervenant qu'il serait soumis à la question sans aucune pitié. Donc, nous vous le livrons tel quel. Profitez-en. Alors attendez, je lance juste la présentation, ça va passer. Tout le monde m'entend bien? Impeccable. Donc je me présente, je m'appelle Vincent Le Cerf, Le Cerf, séparé. Et j'ai créé une société il y a 15 ans, spécialisée en édition de logiciels et en formation dans le domaine du génie logiciel. Évidemment, l'intelligence artificielle fait partie du génie logiciel, et je vais vous en parler aujourd'hui. Donc on commence par définir ce que c'est l'IA. IA, intelligence artificielle informatique avancée. C'est de l'algo, c'est de l'informatique, c'est pas de la science-fiction et c'est pas de la magie. Quand vous faites une intelligence artificielle pour un usage donné, c'est un programme informatique et ce n'est que ça. Ensuite, je vais dérouler mon exposé avec l'idée du compagnon artificiel. Alors, qu'est-ce que c'est un compagnon? Ici, je vous présente Watson, qui est le compagnon de Sherlock Holmes, qui va l'aider à faire ses enquêtes. Il amène des compétences de chimie, il est docteur, donc il est capable de soigner les gens, il a aussi des compétences d'astrophysique, bref, beaucoup de compétences associées à Sherlock Holmes. R2D2, C3P0, des intelligences artificielles humoristiques de la guerre des étoiles, c'est de la science-fiction. Ils apportent eux aussi leurs compétences. Il y en a un là, qui connaît 1 milliard de langages et qui aide le héros à sortir de situations complexes. Tintin et Milou, là on est dans la bande dessinée. Milou accompagne Tintin, il a sa propre conscience. Tintin parle le chien, puisqu'il parle avec le chien, donc il n'y a pas de problème. Et si vous regardez Tintin et Milou, que vous ne regardez que Milou, vous allez voir que Milou a sa propre histoire. De temps en temps, il rencontre Tintin et il est encore une fois dans des situations complexes. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que il y a 20 ans, un petit peu plus de 20 ans, j'ai travaillé pour ces opérateurs humains. Ces opérateurs humains, c'est des gens qui surveillent l'infrastructure routière. À l'époque, il y avait 3000 caméras sur Paris et on regardait tous les carrefours routiers qui existaient. Et on a construit un projet pour les aider à regarder les 3000 caméras. Aucun humain ne peut regarder les 3000 caméras. Donc on a fait un programme qui permettait de reconstituer le trafic dans ce carrefour intelligent, on l'appelait comme ça. C'était à l'Institut national recherche, transport et sécurité, en clair le CNRS du transport. Et sur ce projet-là, j'ai travaillé sur la reconstitution de toutes les trajectoires de tous les véhicules. On arrivait à une reconstitution à 80%, ce qui me permettait d'identifier les incidents qu'il pouvait y avoir sur ce carrefour, et puis de planifier le plan de feu. Donc toutes les 5 minutes, on redonnait du vert, du rouge, un peu plus suivant les conditions de trafic. C'était la nuit, c'est le jour, c'est le départ en vacances, etc., etc. Le système s'adaptait en continu de façon que les gens n'attendent pas plus d'un cycle de feu. C'était il y a 20 ans, c'était de la recherche, et ça résoudait le problème de ces opérateurs. Arrive la fin de ma thèse. Dernière question, monsieur Le Cerf, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, j'ai une question à poser. On va passer de 3000 à 20 000 caméras. Est-ce qu'il serait temps peut-être de demander au grand public ce qu'ils en pensent, quoi? Réponse du directeur de thèse. Donc j'étais un petit peu déçu quand même sur ce coup-là. Et puis j'ai compris qu'il n'y avait que 10 personnes qui s'intéressaient à ce que je faisais dans mon sujet de thèse. Et puis j'ai un copain qui m'a dit « Ça te tente de créer une boîte ?»
Je fais, ouais, ça me tente bien. Je n'ai même pas regardé le sujet, je ne savais pas ce que c'était un client, je ne savais pas ce que c'était un marketing, je ne savais pas ce que c'était un produit, je ne savais rien, quoi. Donc je me suis pris toutes les baffes les unes après les autres pendant 10 ans. C'est le cas. Mais on était 2 chercheurs au perché avec ces idées d'intelligence artificielle. Et c'est ce qui s'est passé depuis 20 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? On a eu de nouveaux compagnons qui vous accompagnent tous les jours. Le premier, c'est le GPS. Alors le GPS, on ne s'y attendait pas, hein. Il y a 20 ans, personne n'avait prévu qu'on allait tous avoir un GPS sur son téléphone portable, voire même 2 applications de GPS si on le veut, et qui va nous guider du point A au point B sans difficulté. Alors, sans difficulté, c'est pas toujours évident. Je vous rappelle comment ça se passait il y a 20 ans. On se débrouillait avec des cartes qu'il fallait plier, déplier. Hein, c'est un hommage à Rubrique à Braque pour ceux qui connaissent. On s'engueule avec son compagnon parce qu'il faut être guidé aussi, c'est pas évident du tout. Et puis on a ce GPS. Puis maintenant on a le GPS++, Waze. Vous connaissez Waze? Waze racheté par Google. Alors quand je dis racheté par, vous dites Google. Ça va être comme ça toute la soirée. Donc Waze, c'est un GPS communautaire. On va tous participer pour comprendre ce qui se passe dans l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire l'infrastructure routière. On va dire, tiens, il y a des radars, il y a des bouchons, il y a un pneu crevé qui traîne sur la route. Bref, on va informer les gens et le système est devenu intelligent, ce qui est capable de reprogrammer la trajectoire en fonction de tout ce que fournit la communauté. Et qu'est-ce que c'est le GPS++, le Waze++? La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que Google détient Android. Donc Android, système numéro 1, 80% des téléphones. Ils ont votre agenda, ils ont vos mails, ils ont vos documents, et grâce au GPS, ils ont votre géolocalisation et la manière dont vous vous déplacez dans le temps. Donc on peut commencer à imaginer des scénarios dans 2-3 ans. Ah, écoute Vincent, j'ai regardé ton emploi du temps, tu as 20 minutes pour boire une bière, et il y a un copain justement qui est là sur le bord de la route qui veut bien boire une bière avec lui. Il a évidemment libéré le fait qu'on pouvait le géolocaliser, etc. Il y a déjà des applications aujourd'hui qui vous proposent ce type de scénario. Sauf que ça sera courant. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va vous apporter de l'information que vous n'avez pas aujourd'hui, et il va utiliser toutes les variables, temporelles, spatio-temporelles, de contact, etc., pour vous proposer de l'information. Et ça sera vrai pour quasiment toutes les intelligences artificielles que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis on a ce téléphone portable. Lui, il apparaît il y a 10 ans. Encore quelque chose de très important, ce n'est plus un téléphone. D'abord, la particularité du téléphone est très peu utilisée. On l'utilise pour envoyer d'abord des SMS, mais aussi pour utiliser des applications dessus. C'est un ordinateur. Cet ordinateur, il est très puissant. Aujourd'hui, on a dans notre poche l'ensemble de tous les ordinateurs qui ont permis d'envoyer les hommes sur la Lune. C'est ça la puissance qu'il y a dans les téléphones aujourd'hui. Pourtant, on n'envoie pas les hommes sur la Lune, on envoie des SMS. Donc on peut faire mieux. Et on fera mieux. Et c'est devenu tellement intime que vous le prêtez à personne. Il y a tout dedans, il y a toute votre information. Prêtez-moi votre téléphone, évidemment vous me le débloquez. En une demi-heure, je peux vous donner beaucoup d'informations sur vous. Quand vous perdez votre téléphone, vous vous sentez très nu. Pourquoi? Parce que ça détient la qui vous concerne avec tous les liens liés à cette data, puis des applications. Donc ce téléphone, c'est aussi une démonstration d'un accès simple à la technologie. Très important de comprendre ça. C'est-à-dire que les intelligences artificielles du futur, elles sont aussi simples à accéder que les téléphones. Et la première chose qu'on a fait, quand on a créé ces téléphones, on a mis des agents conversationnels. Ils s'appellent Siri, Cortana, Google Now. Vous les avez sur les téléphones, vous avez sur des box chez vous, que ce soit Google Home, Alexa, etc., ou sur les ordinateurs, où vous pouvez commencer à parler avec ces agents. Alors ces agents conversationnels, ils sont très rigolos aujourd'hui, on essaie de les faire parler, on ne sait pas trop quoi leur dire. On est au début. On est au début de la discipline intelligence artificielle communicante avec vous. C'est un début qui est assez prometteur parce que si vous regardez l'évolution de ces agents conversationnels, ils sont en pleine expansion et ils proposent de plus en plus de services. Ils se mettaient à jour tous les 3 mois, puis tous les mois, et maintenant c'est le niveau de la semaine. Prenez Google Traduction, on a beaucoup rigolé avec Google Traduction pendant les 3 dernières années. La dernière version, elle est bien meilleure que les précédentes et ça s'améliore tous les jours. Attention, ça va être vrai pour toutes les intelligences artificielles. Nous ne sommes pas dans la même rapidité de mise à jour que l'informatique classique. On va beaucoup plus vite et puis on va le voir pourquoi. Pourquoi il y a une transformation de nos sociétés et sociétés, une transformation rapide. Alors tous ces assistants, en effet, ont transformé nos vies. La moyenne en France, c'est, pour retenir le numéro de téléphone, c'est un numéro 175, c'est-à-dire qu'on connaît comme numéro de téléphone 175 numéro, le sien en général, qui sert d'identifiant maintenant sur Internet.
Et puis, à la limite d'un deuxième numéro, j'espère au moins que ce soit le numéro de votre compagne ou votre compagnon. C'est le top de la séduction aujourd'hui, c'est de connaître le numéro de sa compagne. Il faut y penser, journée de la femme, c'est important. Et là, il y a la moitié de la salle qui se dit « Non, je ne connais pas le numéro de ma compagne. » Non, mais c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, on a changé notre façon de voir les choses. On n'utilise plus de bottin. Et qui a ouvert une encyclopédie ces 3 derniers mois? Pas grand monde. Si, peut-être par curiosité, pour voir comment c'était bien lourd, voir le papier, comment il était glacé. Ouais, bref, je continue. Donc 20 ans d'avancée technologique, j'en ai gardé 2. La première, c'est tout simplement une puissance croissante, exponentielle. Alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on présente ça, on vous le présente de manière linéaire. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que l'échelle est logarithmique. Donc ça va très très vite. Cette loi de Moore ou toutes les autres lois qui existent, hein, au niveau des datas, il y a l'équivalent, tous les 18 mois, la puissance informatique double. Nous, les humains, on ne double pas de capacité intellectuelle tous les 18 mois, ni notre connaissance. Notre évolution d'humain, c'est une vision très linéaire de la vie. Donc, naturellement, on ne peut pas comprendre ce côté exponentiel. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Aujourd'hui, les ordinateurs, en 1 seconde, il fait 38 millions de milliards d'opérations. Ça, c'est l'ordinateur le plus puissant du monde. Il est chinois aujourd'hui, il pourrait être coréen un autre jour, ce n'est pas un problème, ça évolue. 34 millions de milliards d'opérations par seconde. Ne cherchez pas à comprendre. Une opération, c'est un plus, un moins, multiplié, un divisé. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire 34 millions de milliards d'opérations par seconde. Par contre, je peux vous dire quelque chose, c'est que dans 18 mois, vous aurez un ordinateur qui fera 68 millions de milliards d'opérations par seconde. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors à partir de là, si on est impressionné par ça et qu'on ne comprend pas toute la technologie et qu'on est journaliste, on commence à dire un peu n'importe quoi de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La deuxième chose, c'est le big data. Ça, vous en avez beaucoup entendu parler. Le big data, c'est des datas qui sont composées de mesures de vos environnements, plus les clients fournisseurs, les concurrents, les collaborateurs, ça c'est le RGPD, pour ceux qui connaissent, produits, les services, la documentation, les documents de gestion, les documents comptables. Et puis après, on a les sites web, les mails, les réseaux sociaux, les multimédias. Le multimédia, ça a une importance aujourd'hui, parce qu'avant, c'était juste un fichier de l'anniversaire de votre fils qui traînait et qui s'était dessus écrit anniversaire de Arnaud. Aujourd'hui, on est capable de compter le nombre de bougies qu'il y a sur le gâteau et de dire c'est les 8 ans de Arnaud et que ça se passait ce jour-là et qu'il faisait beau derrière parce qu'on voit sur la photo qu'il fait beau. L'ordinateur aujourd'hui comprend ce qu'il y a dans les photos, comprend ce qu'il y a dans les films. Donc ce n'est plus qu'un fichier qu'on stocke, c'est l'information qui se trouve extraite de ce fichier. Les agendas, la géolocalisation, les achats, tous les achats que vous faites Internet sont stockés et récupérés. Alors là, ici, on a le GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, IBM, plus le BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont des très très grosses boîtes qui dépassent l'entendement. Ces gens-là ont oublié un mot, le mot million. Jusqu'à maintenant, je lis les articles qui ne parlent qu'en milliards. Milliards de dollars. J'investis 17 milliards de dollars. Ça, c'est l'investissement sur l'intelligence artificielle par Alibaba. Ils viennent de faire un chiffre d'affaires d'une journée à 27 milliards. Donc je peux vous dire qu'on oublie l'idée de millions avec ces gens-là. On en est aux milliards. Et ils vont récupérer une partie de vos données. Mais pas toutes vos données. Celles qu'on veut bien diffuser à travers nos ordinateurs, nos téléphones portables. Toutes les autres données qui sont en haut, elles vous appartiennent et vous pouvez les exploiter et vous pouvez même en faire de la valeur. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est la data. Il y a des entreprises qui récupèrent plus d'argent en vendant de la donnée qu'en faisant leur propre métier. On en parlera tout à l'heure. D'autres technologies, 20 ans d'évolution. On va parler l'âge zéro. Alors on peut commencer en 1950, hein, comme l'a dit tout à l'heure. Il y a 40 ans, on faisait déjà de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai choisi de prendre l'âge zéro pendant ma thèse. Deep Blue, IBM, l'ordinateur le plus puissant du monde, gagne contre Kasparov. 2 algos pour ça. Les algos avancés, la force brute. Alors, c'est pas très intelligent. Ça s'appelait quand même de l'intelligence artificielle. C'est de stocker les 10 premiers coups sur un disque dur. Tous les 10 premiers coups sont stockés. On prend les 10 derniers coups.
Tout est stocké en mémoire. Et puis, une partie d'échecs, ça dure 35 coups. Donc il reste 15 coups entre les deux. Bon, à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour traiter tous les coups possibles qui sont à mi-partie. Et donc l'ordinateur utilisait un autre algorithme heuristique, c'est-à-dire chercher le chemin le moins mauvais pour pouvoir gagner la partie d'échecs. Résultat, Kasparov se fait battre par Deep Blue. Alors Kasparov, quand il a perdu, c'est un humain. Donc il est capable d'aller boire une bière, dire bonjour à ses copains, il a capacité autre que les échecs. Par contre, Deep Blue, il ne sait faire que des échecs. C'est un programme informatique qui ne sait même pas qu'il a gagné. Quel gâchis. Et en plus, il ne sait faire que ça. Et ça sera vrai aussi de toutes les intelligences artificielles qui existent dans ce monde aujourd'hui. Elles sont toutes ultra spécialisées. Alors, j'ai perdu ma petite zapette. Donc, on attaque 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, encore IBM fournit un nouveau logiciel, Watson, une solution informatique, pour jouer à un jeu qui s'appelle Jeopardy. Vous connaissez Jeopardy ? Jeopardy, c'est un jeu, on vous donne la réponse, vous devez trouver la question. Par exemple, Nicolas Sarkozy, et la question, c'est qui a été président de la République entre cette date-là et cette date-là. Alan Turing, vous dites, qu'est-ce que c'est ? Bon, qui a été le père fondateur de l'intelligence artificielle ? Vous voyez ce type de choses. Donc là, on met les champions du monde de Jeopardy qui sont là, ils sont chez IBM. Et puis Ken Jennings, lui, il a fait un TEDx où il raconte cette journée. Donc il se retrouve là chez IBM, il y a tous les chercheurs qui sont là avec Watson, des drapeaux Watson. Il était un peu en parti pris pour Watson quand même. Et les deux champions du monde vont jouer contre Watson. Là, la vidéo que vous allez voir, c'est un tout petit extrait de son TEDx que je vous invite évidemment à aller voir. Je mets le son, mais c'est pas très intéressant. Il y a des sous-titres. Et on va voir ce qu'il ressent. En milieu de partie, il prend conscience qu'il risque de se faire battre, mais sérieusement. Alors, je vous invite vraiment à voir la suite, qui est passionnante. J'aime bien frustrer les gens. Mais là, vraiment, c'est excellent. Et oui, il faut se poser la question, est-ce que c'est le premier ou le dernier métier qui va être impacté par l'intelligence artificielle ? Là, on est carrément transformé, parce que Watson, il va continuer à évoluer. Donc en 2014, alors on va faire un zoom sur Watson, chacun son tour. En 2014, il est 500 fois plus puissant qu'en 2011. Résultat, il bat n'importe quel humain. C'est terminé. Jeopardy, c'est comme les échecs. Mais Watson, il fait autre chose. On lui a demandé d'analyser des radios. Ça marche. Capable de diagnostiquer, trouver des cancers qu'un radiologue ne trouve pas. Ou plutôt, le radiologue, on lui donne 15 secondes par radio pour analyser. Un peu court. L'ordinateur, lui, il a peut-être le temps, mais aussi la performance pour voir la petite tache qui se transformera 6 mois plus tard en cancer. Et on peut avoir des estimations à 6 mois. Ça a été utilisé pour les avocats. Les avocats, tout simplement, c'est dans la jurisprudence américaine. Aujourd'hui, on a Watson qui va chercher tous les textes qui existent publiés en temps réel par la jurisprudence et va faire un moteur sémantique. Donc vous êtes là, vous avez un cas à traiter, vous expliquez le cas à Watson et il vous trouvera tous les cas similaires. C'est tout simplement une transformation du métier d'avocat qui va se concentrer plus sur résoudre un problème que sur aller chercher de l'information. Le cinéma, on a un film qui s'appelle Morgan, c'est un film d'horreur, et on a demandé à Watson de créer la bande-annonce pour ce film d'horreur. Résultat, alors on a donné une petite consigne, on voulait quelque chose de bien anxiogène. Bon, le résultat, c'est que la première version était trop anxiogène, et la deuxième version, elle est sur Allociné. Pareil, on lui a appris à reconnaître une sauce délicieuse, donc on lui a fait apprendre, on va voir que tout ça, ça marche avec de l'apprentissage, et on lui a dit, crée-nous une sauce barbecue. Donc voici la recette de la sauce barbecue créée par Watson, la Watson Bagali Butternut Sauce Barbecue, 18 ingrédients, il y a de la mélasse, du Meyer, bref, il y a ce qu'il faut faut tester, quoi. Alors faut tester, ou tout simplement vous achetez le produit, fourni par IBM, d'accord ? Watson crée de la sauce. Alors, pour ceux qui ne savent pas, IBM n'est pas vendeur de sauce.
IBM, ils font des solutions cloud aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, 40% de leur chiffre d'affaires, c'est Watson. Donc ça devient leur fleur de lance. Et puis quand on écoute le PDG d'IBM, pour 2020, clairement, Watson, c'est leur solution qu'ils essaient de vendre. Et ça marche, On va en parler. Voilà. Alors ce qui est important aussi, c'est que là, on peut se dire, on a l'impression que IBM sort de son domaine initial. Mais ça va être le cas de beaucoup des métiers d'aujourd'hui, où Orange, qui a un réseau téléphonique, va faire de la banque. Pourquoi? Parce qu'il y a juste à implémenter quelque chose qui est complètement virtuel, qui sont le système bancaire avec des protocoles. Et petit à petit, on va voir plein de métiers qui vont se transformer ou qui vont glisser vers d'autres domaines qui, au départ, n'étaient pas le domaine initial. Et l'intelligence artificielle, mais pas seulement, le numérique classique, le digital, va évidemment participer à tout ça. Alors, on a vu Jeopardy, les échecs, allez, on s'attaque au Go. Alors ça, c'est une surprise. Quand le jeu d'échecs a été battu a été réglé par Deep Blue, il y a eu plein de chercheurs qui se sont attaqués au jeu de Go. Pourquoi le jeu de Go? Parce que le nombre de combinaisons du jeu de Go, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Bref, aucun ordinateur n'a la capacité, pour les 100 prochaines années, de traiter ça de manière brutale, force brute. Donc, on se dit, si on crée quelque chose qui gagne au Go, ça doit être supra intelligent. Et la prévision, c'était d'arriver premier dan en 2028. Surprise, mars 2016, une société qui s'appelle DeepMind, rachetée par... Voilà, va gagner, vous avez compris, va gagner au jeu de Go contre le champion du monde, 4 parties sur 5. Deux algorithmes vont apparaître. L'apprentissage profond, qui est déjà utilisé par Jeopardy, on appelle ça le deep learning. Et puis l'apprentissage par renforcement, où le système va jouer contre lui-même pour pouvoir créer de nouvelles configurations qu'il n'a pas appris dans les 150 000 parties qu'on a mis dans l'apprentissage profond. Et dès la deuxième partie, on a cette réflexion. Coup 37, je ne suis pas un spécialiste du Go, ce n'est pas un mouvement humain, je n'ai jamais vu un homme jouer ce geste, c'est tellement beau, c'est le champion européen de Go qui dit ça. Oui, le programme sort de la manière de jouer au Go que les humains ont acquise depuis, je ne sais pas combien de temps ça dure, je crois que ça a plus de 2000 ans. Voilà. Bon, bref, AlphaGo rejoue en mai 2017, règle le problème. Le nouveau champion du monde qui a 19 ans se fait battre 3-0. Donc, en clair, c'est fini. L'humain va se faire battre par le Go quasiment tout le temps. Alors, pour enfoncer le clou, oui, allons-y. AlphaGo 0 en octobre 2007, 0 pour 0 exemple. C'est-à-dire que là, on lui donne même plus l'exemple de comment les humains jouent. Il va construire lui-même sa façon de jouer. On lui donne, en clair, les règles du jeu du Go et apprentissage par renforcement, où le système va jouer contre lui-même. Et en 3 jours d'entraînement, 5 millions de parties, en autodidacte, il va battre AlphaGo 100-0. Et ça continue à évoluer. Le système est continuellement en train d'apprendre de nouvelles façons de jouer au Go. Alors, est-ce qu'on pourrait l'appliquer à autre chose? Parce que ça, c'est du jeu. Est-ce qu'on pourrait l'appliquer à autre chose? C'est la question. Alors, le jeu, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre. Après, c'est la stratégie d'informaticien pour essayer de faire des programmes astucieux pour jouer. Alors, des traitements intelligents, c'est la définition un petit peu de ce qu'on a derrière intelligence artificielle. Rappelez-vous, intelligence artificielle, c'est de l'informatique avancée, c'est des algos. Mais c'est aussi des algos qui ont comme objectif de simuler de manière informatique l'intelligence humaine. Alors des exemples, quand l'homme reconnaît quelque chose, la machine, par exemple, peut reconnaître un visage. Ça marche très bien aujourd'hui. Proposer, par exemple, peut vous proposer d'acheter un produit sur Amazon ou une recommandation pour un film comme le fait Netflix. Ça peut être générer ou analyser des textes, des mails, et puis par exemple peut générer des commentaires pour vous aider dans vos actes d'achat. Et puis dialoguer, là c'est typiquement les chatbots, où par exemple vous pouvez vous faire rembourser par le chatbot de la SNCF un billet de train, vous allez parler avec une machine qui simule le dialogue et qui va vous guider jusqu'à arriver, bon ça marche pas toujours, arriver à une solution qui est de vous faire rembourser le billet de train. Alors, pour ça, il y a plein d'algos. Ça fait 50 ans qu'on fait de l'intelligence artificielle, donc il n'y a pas qu'un seul algo, il n'y a pas que le deep learning qui existe. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, pour aujourd'hui, je vais rentrer dans l'algo.
Et donc, on va avoir deux types d'applications. Le premier, ça va être l'apprentissage automatisé. Le problème est le suivant. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Comment vous savez que c'est un cheval? Pas évident. Pas évident de le savoir. Et en plus, si je masque un peu l'image, vous allez toujours reconnaître un cheval. Donc un ordinateur, on lui pose des questions. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est une vache? Est-ce que c'est un zèbre? C'est nous qui posons les questions. Est-ce que c'est un cheval? Et il faudrait faire un programme qui soit capable de répondre à ça. Aujourd'hui, aucun informaticien ne sait coder ça. C'est trop compliqué. N'importe quelle photo de chevaux et essayer de faire comprendre par une machine ce que c'est un cheval avec des oreilles, etc., on ne sait pas faire. Alors l'idée qu'on a eue, c'est que l'algo qu'on va construire, ça ne soit pas l'humain qui le construit, mais que ça soit un autre programme qui construit le deuxième programme. C'est là où c'est un tout petit peu compliqué l'intelligence artificielle. C'est que ce réseau de neurones, parce que l'algo de reconnaissance s'appelle un réseau de neurones, ce réseau de neurones va être construit par un algo à partir d'images. Donc je vais mettre quelques images, bon, beaucoup, hein, il en faut 10 000. Vous voyez, il en faut quand même pas mal. Donc 10 000 images, on met un algo d'apprentissage, machine learning, hein, donc ça peut être du deep learning, mais il y a d'autres algos qui peuvent être utilisés. Et puis en sortie, eh ben, ça va nous construire un réseau de neurones, et ce réseau de neurones va répondre à la question, qu'est-ce qu'il y a sur cette image? C'est un cheval. Donc il nous faut de la data, il faut beaucoup de data, quand je vous dis 10 000 images, c'est le minimum. Donc on a des bases de données comme ImageNet, où il y a 14 millions d'images qui ont été taguées à la main par des humains qui expliquent que sur cette photo, il y a un petit chat, le petit chat a les yeux bleus, il est en train de boire du lait, et derrière le petit chat, il y a des montagnes. Vous voyez, tout est tagué comme ça, et le système va apprendre. Alors comment il va apprendre? Ben, il va construire un réseau de neurones. Ce réseau de neurones va être avec des couches. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, vous avez 3 couches. En réalité, la plupart des réseaux de neurones, ils en ont 20 couches, 30 couches, 50 couches, 100 couches, 200 couches. On a maintenant des réseaux de neurones à 1000, 2000 couches. Donc ça, et évidemment, on ne comprend rien à ce qui est couches là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces couches? Tout simplement, pour construire un carré qui est ici, c'est une combinaison d'un ensemble de formes qui se trouvent ici. Et puis pour reconstituer ce visage-là, c'est une combinaison d'un ensemble de formes qui sont ici, avec des probabilités. Et le système, de manière automatique, va construire ces probabilités en propageant l'erreur, en disant « je me fournis Julie en entrée, en sortie, il me donne Martine », pour la reconnaissance de visage, et on va essayer de trouver la distance entre Julie et Martine, et le système, de manière automatique, c'est là où les mathématiciens interviennent, il va y avoir une propagation dans le réseau probabiliste. Un réseau de neurones, c'est essentiellement un graphe probabiliste. Pour simplifier. Hein. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'abord, on va faire apprendre à la machine à reconnaître des visages, puis à reconnaître des voitures, puis à reconnaître des éléphants, puis à reconnaître des chaises, puis à reconnaître des chevaux, évidemment. Donc ça prend du temps, et ça va nous permettre de faire de l'identification. Donc là, on passe à la troisième partie, l'identification, l'usage du réseau de neurones. Donc là, vous voyez par exemple, je donne une photo au programme et il me dit, il y a un chien. C'est pas du tout évident à faire ça, parce que le chien, il masque le vélo, et puis derrière, il y a une voiture. On sait faire ça aujourd'hui sans problème. Alors là, j'espère que le réseau va être assez puissant. Ça marche sur une image, donc ça marche aussi sur de la vidéo. Allez, ça sympa. Ça marche pas. La vidéo ne marche pas. La vidéo est sur Internet. Il faudrait que je la récupère. Non, bon, ça marche pas, tant pis. On réessayera peut-être au moment des questions. Ici, vous avez quelque chose d'important, c'est la reconnaissance de gens dans la rue. Vous savez que depuis 2 mois, la Chine a autorisé la reconnaissance des gens dans la rue. Donc si vous passez à côté d'un passage piéton, vous avez le droit à une amende automatique. D'accord ? Cette reconnaissance de visage dans la rue, en plus, si vous ne payez pas tout de suite, on met votre photo sur tous les écrans qui se trouvent dans le coin. Non mais c'est véridique, hein, c'est vrai. C'est un choix de société. Est-ce que nous, on veut une société Big Brother comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas de problème, on sait faire. Là où c'est moins rigolo, c'est que la Chine va éduquer leur intelligence artificielle à reconnaître des visages. Et évidemment, ils viendront nous le revendre, parce que 1 milliard de personnes à reconnaître, c'est la plus grosse base de données qu'on peut avoir dans une population, quoi. Donc ça, c'est important de bien comprendre que là, il y a des enjeux, en effet, qui dépassent le niveau d'une entreprise et même, quelquefois, le niveau d'un État. On parlera des GAFA après. Bon, alors, je continue, la vidéo ne se lance toujours pas. Non, allez, on continue, on passe à la suite. Donc là, je vais vous montrer des exemples
D'abord, si une IA marche avec de l'image, ça marche évidemment avec de la vidéo, ça marche avec du son, ça marche avec du texte, des situations, du comportement. Bref, on peut faire apprendre n'importe quoi à la machine, n'importe quoi à reconnaître. Ça s'appelle la reconnaissance des formes. À quoi on peut l'appliquer? Pour commencer, on va l'appliquer avec Google. C'est là où... Vous connaissez Google? Ah, ça marche. Alors là, je vais faire de la pub. Le cerf, c'est pareil. Vincent. Alors pourquoi j'utilise le cerf Vincent? C'est parce que j'ai des concurrents, moi. J'ai des animaux qui sont concurrents avec moi. Donc on va espérer que Google nous propose des animaux. Donc on va aller voir les images, parce que les images c'est plus sympa. Vous voyez, j'ai des concurrents. Il y en a même un qui s'appelle vraiment Vincent. Non mais véridique, ils ont appelé leur cerf Vincent. Moi, j'aime pas. Je voudrais que Google, quand les gens tapent le cerf Vincent, ça soit cette image-là qui soit proposée. Donc, je vais le faire apprendre à l'intelligence artificielle de Google que c'est cette image-là qui m'intéresse. Ça tombe bien, j'ai une nouvelle adresse IP aujourd'hui, donc il va apprendre. Il va croire que c'est quelqu'un de nouveau. Donc, il n'est pas sûr. Hein. Il dit, est-ce que c'est vraiment lui que tu veux? Tu veux pas lui, ou lui, ou lui, ou lui, ou lui, ou lui? Là, lui, c'est Vinton Cerf, c'est celui qui a créé Internet. Donc, vous voyez, on peut se tromper. Hein. Non, c'est bien lui qui m'intéresse. Donc là, on ne va pas rentrer dans mon compte Twitter. Donc là, le système a associé le cerf Vincent à une photo. Et Google apprend, parce que vous cliquez dessus, à chaque fois que vous cliquez chez Google, apprend à reconnaître ce que vous avez cherché. Ici, vous avez un petit appareil photo qui vous permet de faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez importer une image, donc, je ne sais pas, du Coca-Cola par exemple, voilà. Et on va le charger chez Google, j'espère que ça ne va pas trop être long. Et Google va nous reconnaître que c'est Coca-Cola Classic Can. C'est-à-dire qu'en reconnaissant l'image, il a mis du texte. Évidemment, si je supprime l'image ici, et je refais ma requête dans l'autre sens, je récupère des images similaires à celles que j'ai mis en entrée. Vous avez une photo que vous ne connaissez pas la personne, vous le mettez dans Google, automatiquement il vous dit qui c'est. On peut refaire ça, vous voyez, importer une image, hop, parcourir. C'est tout simplement un réseau de neurones. Hein. Vous mettez Vincent Le Cerf, hop, mettez la photo, ça charge la photo chez Google, et puis il vous trouve Vincent Le Cerf. Ah, super. On peut essayer avec un chat. Moi, je connais pas grand-chose dans les chats. Lui, je l'ai appelé un chat gris. Il y en a d'autres qui ont des idées. Chat gris, Google, dis-nous un petit peu ce que c'est. Donc, je lui envoie une image. Le système analyse l'image, système d'intelligence artificielle, et il trouve bleu de Russie, chat. Donc, il est plus précis que moi. Et évidemment, il trouve tous les copains qui lui ressemblent, qui sont évidemment des chats de Russie. Alors, revenons à ma présentation. Vous voyez, alors Google a un très bon système d'intelligence artificielle grâce à vous, puisque vous l'éduquez tous les jours, à chaque fois que vous faites une requête, parce que ce qui marche pour l'image, ça marche aussi pour les sites, ça marche pour l'actualité, ça marche pour tout, quoi. Et donc, évidemment, si c'est gratuit, c'est vous donc le produit, et surtout, c'est vous qui alimentez les intelligences artificielles. C'est surtout ça. Alors, Amazon fonctionne de la même manière, Netflix aussi. On récupère de l'information et on vous fournit de l'information. Vous pouvez vous isoler en disant « moi, je ne veux plus communiquer avec les intelligences artificielles, je suis dans mon coin, je ne donne plus rien, je m'isole, etc. » Oui, mais vous n'aurez rien. C'est-à-dire que la machine ne vous proposera plus rien. Et à un moment donné, votre voisin, qui aura donné beaucoup de choses à l'intelligence artificielle, aura plus. Et c'est là la difficulté qu'il va falloir identifier dans le futur. Donc, je ne me connecte pas au compte Amazon. D'abord, il y a une raison à ça. Si je me connecte avec mon compte Amazon personnel, avec tous les achats que j'ai faits, vous allez connaître beaucoup de choses sur moi. C'est comme un téléphone portable. Le moteur de recommandation d'Amazon, c'est intime. Donc pas question de vous le montrer. Juidesk. Là, c'est un système, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent Juidesk? Ouais, quelques-uns. C'est un système qui permet de prendre des rendez-vous de manière automatique. Il est capable de lire les mails, d'analyser le mail, et à partir de là, de faire une proposition de rendez-vous téléphonique, de replanifier vos rendez-vous, etc., etc. C'est encore une intelligence artificielle qui est derrière, capable d'analyser, de replanifier vos rendez-vous. Le filtre anti-spam. Vous vous rappelez des fameux spams de Viagra, là? Il y a 3 ans, il y avait encore plein de Viagra qui circulaient. Ou alors, tout a été acheté. J'y crois moyennement. Ou alors, il y a quelque chose qui a filtré. Eh ben oui, le système d'anti-spam de Google marche très très bien et a supprimé a appris à reconnaître une publicité pour le Viagra. Si vous faites un mail et dedans vous dites achète ces petites pilules bleues, ça va te faire du bien et tout, etc. Et ben vous serez spammé.
Par contre, si vous parlez de Viagra dans un mail, et c'est juste le mot Viagra, vous ne serez pas spammé. C'est quand même assez intéressant, et surtout que c'est vous qui avez créé le propre mail, et le système a appris. Et puis dans la reconnaissance des formes, alors là, on va parler de Néovision, va prendre la parole un petit peu, parce qu'eux travaillent dans la reconnaissance des formes. On a le reCAPTCHA. Vous connaissez ça, le reCAPTCHA? Il faut prouver que vous êtes bien un humain. Ah, non mais réfléchissez 2 secondes. Il faut prouver qu'on est bien un humain. C'est pas le robot qui doit prouver qu'il est un robot, hein. C'est à nous de prouver qu'on est humain. Et le mec qui a fait ça, il a eu une idée géniale. Il a dit, moi je vais utiliser ça pour faire apprendre une intelligence artificielle. Donc il vous propose 2 mots. Vous êtes au courant? Vous vous rappelez, il y a toujours 2 mots. Le premier est dans leur base de données. Following. Vous tapez following, très bien, vous êtes un humain. Le deuxième mot, il ne sait pas ce que c'est. Il l'a trouvé dans un manuscrit, etc. Il ne comprend rien à ce qui est écrit dans ce manuscrit, sauf qu'il va le demander à 200 000 personnes qui vont écrire finding, et le système va apprendre de manière automatique. Super, hein? Alors maintenant, il vous montre des panneaux routiers. Il faut cliquer sur les panneaux routiers. C'est tout simplement un programme de type Google Car qui a besoin de reconnaître des panneaux, sauf qu'ils ne vont pas se prendre la tête à rentrer tous les panneaux eux-mêmes. Ils vont utiliser votre intelligence. Ils vont utiliser votre intelligence humaine pour éduquer leur intelligence artificielle. C'est super, hein? C'est gratuit. On travaille pour eux. Alors, on continue. Alors là, attention, c'est ma partie préférée de ma présentation. Je vais vous faire une démonstration de dessin. Alors là, encore une fois, il faut que Internet marche. C'est une boîte qui s'appelle Autodraw, rachetée par... Merci. Donc ici, je vais dessiner. Alors attention, hein, soyez bienveillants, je dessine à la souris. Voilà, c'est une tour Eiffel. Vous voyez, voilà. Et hop, magique. C'est beau, hein? En 3D, c'est mieux. Allez, je tente la glace à la vanille, pour ceux qui n'ont pas vu le tour Eiffel. Alors je recommence, je dessine une glace à la vanille. Ouais, c'est pas facile à sourire. Hein. Voilà. Oula, c'est mal barré, quoi. Et le système me propose la glace à la vanille. Vous avez vu? C'est tout simplement de la reconnaissance de forme. Alors là, je ne me suis pas connecté à mon compte, je dessine de manière anonyme, donc le résultat peut être plus performant si vous vous connectez à votre compte, puisque le système apprend à votre façon de dessiner. Allez, je tente le petit chat ce soir. Je suis en forme. Hein. Le petit chat, on lui met des petites oreilles. Voilà. Pour l'instant, il reconnaît des formes bizarres. On va lui mettre des moustaches. En général, ça marche bien, les moustaches. Des 2 côtés. Et puis, on a le petit chat qui apparaît. Voilà. Autodraw, c'est un site web, hein, donc vous pouvez tous vous connecter dessus, ça marche très très bien. Moi, j'ai fait des concours avec mes élèves en école d'ingénieur, je leur donne 10 mots, il y en a certains qui arrivent en moins d'1 minute à dessiner les 10 formes. Ça fait 6 secondes par forme. Bon, ils utilisent des stylets et des tablettes. Hein. Ils sont pas à la souris, hein, quand même. Mais c'est très très efficace. Donc là, on va fermer Internet. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Si vous avez un business à développer où il faut reconnaître la manière dont les gens crayonnent sur leur carnet de prise de notes, eh ben, c'est possible. Et il n'y a aucun problème. Et puis, eh bien, maintenant, on va laisser la place à Mathieu qui va nous présenter Néovision. Donc c'est une boîte qui se trouve sur Mélan. Et puis, il va en parler mieux que moi. Alors, on va basculer vers PowerPoint. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Alors, je suis là pour représenter Néovision, qui est une boîte spécialisée en intelligence artificielle. Plus concrètement, on est donc une société de conseil et de services en intelligence artificielle. C'est-à-dire que, quelle que soit votre société, vous pouvez avoir une problématique, une idée, un concept ou même des données que vous n'arrivez pas à exploiter. Vous pouvez venir nous voir et on est capable de prendre votre projet donc à bras-le-corps et le mener de A à Z. Donc ça commence en général par une préétude. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. On va ensuite approfondir cette étude, voir si elle est faisable, l'optimiser pour la spécifier, la faire vraiment sur mesure, faire quelque chose d'innovant pour vous et caler sur votre problématique. On le prototype pour le tester, on passe de la théorie à la pratique. On l'industrialise, on le développe. Vous avez une solution clé en main qui est utilisable et intégrable directement dans votre ERP. Et ensuite, donc, on transfère la techno, on forme vos collaborateurs et on vous cède la totalité de la propriété intellectuelle. Donc vous êtes propriétaire ensuite de la technologie.
Pour être un peu plus concret, je vais vous parler d'exemples avec donc des cas réels, des cas clients. Le premier, c'est donc de la détection de défauts qu'on a fait pour Alp Robotics, une société de robotique donc grenobloise. Il fallait qu'on soit capable de détecter n'importe quel défaut sur des implants chirurgicaux brillants. Donc un défi assez compliqué à relever. Pour ça, on a appris à la machine à reconnaître en fait la forme parfaite de l'implant. Et dès qu'on trouvait en fait une petite anomalie, on le mettait au rebut. Ça a permis d'avoir 0 faux positifs. Et du coup, c'était la condition de notre client. Ensuite, on a fait donc la classification de défauts. Là, c'est différent. Il y a des défauts qui étaient acceptables et d'autres qui ne l'étaient pas. Ça, c'était pour Tiama, un client aussi, leader sur le marché de l'inspection du verre. Par exemple, une bulle dans le verre, ça pouvait passer. Ce n'était pas dangereux. Par contre, il y a un défaut qu'on devait trouver qui s'appelle le bird swing. C'est lorsqu'on souffle le verre, il y a une épine qui se crée et elle peut se casser. Lorsqu'on boit la bouteille ensuite, je vous laisse deviner ce qui se passe si elle descend dans votre gorge. C'est pas forcément agréable. Et on est passé d'un taux donc, de détection de 70% à 93% grâce à la machine. Pour Ulysse, qui est à la fois un client et un partenaire, on a travaillé dernièrement avec eux pour ST Microelectronics. On était au MWC la semaine dernière pour présenter une démonstration de détection de personnes en temps réel. On les aide en fait à améliorer la qualité de leurs images infrarouges, sans améliorer l'équipement, que avec du software, que du logiciel. Donc une économie substantielle. Ensuite, pour Wine Advisor, donc là c'est une start-up, c'est un réseau social autour du vin. Ils voulaient intégrer une technologie qui permettait de prendre l'étiquette en photo et faire remonter toutes les informations avec une seule prise de photo. Donc l'information, ça va être le prix, le producteur, avec quoi le boire, la note des professionnels. Et là, par exemple, pour eux, on a tout fait. On a fait de l'étude jusqu'au développement du logiciel et ensuite on a tout déployé dans le cloud. Pour Schneider Electric, on a fait on a créé et optimisé des algorithmes pour les embarquer sur un capteur très basse consommation infrarouge. Ça a permis au capteur en fait de compter après le nombre de personnes qu'il y avait dans les pièces et savoir ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils étaient couchés, est-ce qu'ils étaient debout, est-ce qu'ils étaient assis. Pour Botanique, on a fait une technologie de reconnaissance de plantes. Donc là, on prend en photo la plante, tout simplement la fleur, et ça nous dit quelle espèce c'est. On a fait des tests dans un jardin botanique, on ne dira pas le nom parce que voilà, on a trouvé plusieurs erreurs d'étiquetage. On a 95% de précision sur cette technologie. Pour ce qui est de Morphosense, donc eux, ils placent des accéléromètres pour faire la maintenance prédictive sur les bâtiments. Donc en fait, les accéléromètres vont envoyer des données et ça va pouvoir nous dire est-ce que le bâtiment bouge ou autre. Et dès qu'on trouve une petite anomalie dans ces signaux, on peut déclencher une action de maintenance prédictive, ça va éviter tout accident ou alors une maintenance plus importante si on le faisait un peu trop tard. Pour donc Web Marketing Booster, WMB, on a fait beaucoup de techno, mais on met l'accent sur la prédiction des ventes. Ça permet de mieux gérer ses stocks, savoir combien on va vendre un jour précis. Pour ça, on prend donc des données internes à la société, ça va être les ventes en N-1, les promotions aussi qu'elle peut faire, mais également des facteurs qui sont externes, comme par exemple la météo. Là, c'est l'application sur une marque de chaussures, de sandales. Donc, on a en compte par exemple la météo, les températures, les intempéries, les périodes de vacances et les périodes de solde également, mais également aussi les tendances Google. Et tout ça, en fait, quand on agglomérait tout ça, on avait donc un taux d'erreur de maximum 15%, quand l'humain, au mieux, avait 25%. Et ensuite, donc, on a fait de la recommandation de produits pour Colibris, qui travaille dans le livre. On se base sur les goûts de l'utilisateur, des livres qu'il a déjà lus, et de la similarité ou de la complémentarité entre deux œuvres, pour lui proposer des livres qui devraient lui plaire. Et donc je ne sais pas si vous savez, il y a un acteur un petit peu connu aujourd'hui qui avait proposé ça un petit peu avant tout le monde. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, c'est ça, Amazon, qui a commencé aussi dans les livres. Et donc on souhaite le même succès à Colibris. Donc notre expertise chez Novision, Vincent en a parlé un petit peu, on fait du machine learning, du deep learning qui est en fait une sous-composante du machine learning. De la computer vision, c'est du traitement et de l'analyse d'images automatisée, de l'analyse prédictive. On se projette comparé à l'analyse de la statistique, on va plutôt anticiper les choses plutôt que juste les observer. Et ensuite, la R&D qui est très chère aussi chez Novision. On en fait beaucoup en interne, on se tient au courant des dernières innovations, que ce soit en lisant des papiers de recherche ou même en consultant les nouvelles librairies open source.
Et après, un peu plus d'autres mots voilà, qui nous définissent plutôt bien. Notamment tout ce qui est automatisation, on fait beaucoup de ça, industrialisation aussi des logiciels, ce qui peut des fois être un petit peu compliqué. Notre réseau, donc nous on se place sur un rôle un peu central. On essaie de valoriser la synergie entre l'enseignement, la recherche et l'industrie. On a des partenariats avec des institutions d'un peu tous ces domaines. Et enfin nos clients, donc voilà, un petit tour d'horizon, la liste n'est pas exhaustive. On trouve des entreprises de toute taille, de tout domaine d'activité. Et donc voilà, c'est pour vous dire que si vous avez un projet, une problématique ou quelque chose, vous pouvez nous en parler et puis on pourra certainement trouver la solution. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible aussi après l'intervention de Vincent. Merci Mathieu. Alors on va rebasculer vers Prési, qui est où? Alt tab, c'est parce que je n'étais pas sur le bon. C'était celui-là? Ouais, c'était celui-là. Et on replonge. Alors là, ce que Mathieu nous a présenté, c'était une bonne illustration de ce que fait le machine learning. Ah, il n'y a plus rien qui marche là. Qu'est-ce qui se passe? Hop, dupliquer. Ouais, ça y est, ça remarche. Problème technique. Il faudrait une intelligence artificielle pour nous aider à faire les présentations. Donc, on a déjà vu tout ça. Donc, là, on a été trop vite. Donc là, on a vu l'apprentissage automatisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres approches. Si vous faites une Google Car, ça ne suffit pas d'identifier les panneaux, ça ne suffit pas de comprendre où se trouve la voiture. Il faut aussi connaître le code de la route. Et donc, il faut représenter ce code de la route aussi sous forme informatique. Eh ben, c'est un peu ce que vont faire les expertises numérisées. L'expertise numérisée, ça veut dire que je prends un humain, je vois comment il travaille, et je vais resimuler sa manière de travailler. Et là, le système peut proposer des commentaires, peut résumer des situations, mais aussi faire des diagnostics et des recommandations argumentées pour aider à la décision. Alors pour ceux qui connaissent ou qui se rappellent de l'ancien temps des intelligences artificielles, ça s'appelait des systèmes experts. Sauf que maintenant, les moteurs d'inférence qui se trouvent dans ces systèmes experts sont beaucoup plus performants qu'avant. Donc un exemple de solution à base de moteurs système experts, une société comme Iseop qui se trouve à Lyon, ont par exemple 3 moteurs d'inférence, d'expertise pour représenter l'intelligence du programme, le dialogue, il manque une information, je pose une question à l'utilisateur pour compléter mon expertise, et ensuite un générateur de documents qui nous permet d'avoir une rédaction en temps réel, comme un être humain, voire plus rapide qu'un être humain, sur des sujets aussi intéressants que celui-là. Ce texte-là que vous voyez, qui est la finale de Roland Garros 2017, j'ai fait une conférence en Suisse, ils n'ont pas apprécié l'exemple. C'est l'endroit où ça passe pas. Alors pourquoi ça passe pas? Parce que Wawrinka, faut savoir, il est suisse. Et Nadal est espagnol. Quand on connaît rien au tennis, c'est important. Ne commettant aucune faute, Rafael Nadal a facilement remporté le tournoi de Roland Garros en triomphant de Stan Wawrinka. Le faible pourcentage de première balle, 50% du joueur suisse, donc on fait référence à Stan Wawrinka, a largement contribué à sa défaite lors du premier set en 45 minutes de jeu. Encore moins performant, dans ses premières balles, on fait toujours référence à Stan Wawrinka. Lors de la deuxième manche, le Suisse s'est fait logiquement briquer, c'est très technique, et a concédé le deuxième set, 6-3. C'est notamment grâce à ses qualités physiques exceptionnelles que le joueur espagnol a su imposer son leadership, et là, le C fait référence au joueur espagnol. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'étudiants au niveau bac aujourd'hui qui savent écrire un texte comme ça. Je pose la question, c'est-à-dire avec des références, des choses comme ça, aussi bien écrit et sans faute d'orthographe. C'est important. Alors, si on essaye d'exécuter, je ne sais pas si ça vous plaît, mais moi, je trouve pas mal ce texte. Mais je voudrais une autre version. Je lui demande de régénérer le texte, et hop, il m'a régénéré le texte, il n'y a aucun problème, il en génère autant qu'on veut. Si on n'est pas 50%, mais par exemple 13% de première balle, 11%, en s'appuyant quasiment uniquement sur son truc de service, avec seulement 11% de première balle, le système est capable de réécrire le texte. Alors, c'est important parce que c'est comme ça que c'était présenté sur le site de Roland Garros. Vous arriviez en plein milieu du match. Bon, au lieu d'avoir 3 variables, il y en avait 50.
après par des capteurs humains ou saisis par des humains. Et le système générait un commentaire du match en temps réel. Bon, on va se dire d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commentateur sportif, le journaliste sportif est mort? Peut-être. Peut-être. Alors je me suis dit, tiens, je vais acheter l'équipe. Donc j'ai acheté l'équipe. Honnêtement, le texte écrit n'était pas si bon que ça. Je préférais le texte généré par le programme. Ensuite, c'est de la génération. Donc si je le mets en anglais, c'est pas une traduction, c'est une génération, évidemment, comme d'habitude. Vous pouvez changer chaque variable et réécrire le texte. Le travail pour faire ça, bon, il faut quand même un prérequis. Le premier prérequis, c'est savoir faire des macros Excel. Bon, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est pas un super niveau en informatique. Ensuite, 4 jours de formation chez ISEOP, et puis en sortie, vous pouvez faire ce type de choses en moins de 15 jours. L'anglais, c'est une demi-journée de plus au niveau du travail. Il faut juste travailler sur les synonymes, la capacité à construire des phrases, que vous pouvez continuer à enrichir pour créer du texte. Imaginez maintenant que les variables qui soient là, ça soit les informations sur vos clients. Toutes les informations sur vos clients, l'historique, les achats du client, quand est-ce qu'il est venu, etc., etc. Et là, vous pouvez commencer à proposer des produits très spécifiques à vos clients en fournissant quasiment une lettre toute différente suivant le client. Donc c'est vraiment du publipostage ultra ciblé dans le contenu. Voilà où on en est en intelligence artificielle dans le domaine de l'expertise. Alors, est-ce que ça va changer certains métiers? Oui. Tous les métiers du texte, bien sûr. Donc, on va commencer par dire les journalistes spécialisés. Quand vous l'avez fait pour un match de tennis, vous pouvez le faire pour tous les matchs de tennis. Si vous travaillez 5 jours de plus, vous pouvez faire le football. 5 jours de plus, c'est pour le rugby. Bref, vous imaginez très bien que le monde du journalisme est en pleine explosion. L'année dernière, 183 articles du Washington Post ont été écrits par des intelligences artificielles. Tous les mois de l'an passé, il y a eu un article dans le New York Times qui est généré par une intelligence artificielle avec une relecture humaine, mais quasiment aucune transformation. On pense, d'après Gartner, que 20%, ça paraît hallucinant, mais c'est vrai, quoi, 20% des textes qui seront générés en 2019, donc l'année prochaine, seront faits par des machines. On est dans une transformation complète de la relation au texte. Évidemment, ça va permettre aussi à un novice, par exemple vétérinaire, c'est un site web qui s'appelle Veto Online, qui traite des problèmes de votre chien et votre chat. Donc vous rentrez les symptômes de votre chien et votre chat, le système pose des questions, parce qu'il ne sait pas résoudre tous les problèmes, donc il vous dit, touchez la mufle du chien, est-ce qu'il est humide? C'est humide? Ah bon, alors essayez de faire ça, etc., etc. Et en sortie, il vous propose un diagnostic qui, d'après les vétérinaires qui ont été consultés, 400 quand même, considère que c'est un des meilleurs diagnostics qui existent. Donc oui, bon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même opérer la bestiole. Hein. C'est pas du tout évident qu'on n'en est pas encore là. Mais la machine peut diagnostiquer et aider au diagnostic. Si ça marche pour les animaux, vous sentez que ça va aller assez rapidement pour les hommes, parce que nous sommes une sorte d'animal quand même, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Bon, les assureurs, les agents immobiliers, les banquiers, bon, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, parce que faut peut-être lors des questions, si vous voulez. On peut travailler sur chaque sujet. En tout cas, un truc intéressant, c'est que le novice assureur qui doit choisir 25 produits et analyser ce que le client a comme besoin et trouver le bon produit, l'intelligence artificielle va faire la même chose, sauf qu'il va aller chercher l'information directement dans la boîte du client, dans l'entreprise, hein, pour faire du big data, récupérer un maximum d'informations, et il va vous trouver un produit parmi 250, et évidemment, le novice assureur va bénéficier de l'expertise de l'intelligence artificielle pour évidemment devenir bon. Je pense que la formation continue dans quelques années, ça sera sur le poste de travail et ça sera des intelligences artificielles qui aideront la personne à améliorer sa productivité directement sur le poste de travail. Alors ces intelligences artificielles, c'est une combinaison de tout ça qui crée des solutions. C'est pas toujours que du machine learning. Qui est concerné? Tout le monde. Ah tiens, j'ai pas préparé ce coup-là, j'ai pas fait ma requête. Alors je vais la faire aujourd'hui, je vais la faire en direct. En général, tous les matins, il y en a qui prennent leur petit déj. Moi, je fais intelligence artificielle. Je vais actualité
Alors vous voyez, il y a 4 heures, alors là c'est Microsoft qui a créé une école d'intelligence artificielle il y a 2 jours à Issy-Moulineaux, parce qu'il n'y avait pas assez d'écoles, et c'est vraiment un problème aujourd'hui en France, c'est de trouver des gens qui savent faire de l'intelligence artificielle. Faites-vous aider par une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va transformer les modèles économiques. Alors là-dedans, il y a du bon et du mauvais, puis il y a du grand n'importe quoi, il faut faire attention, gare au côté obscur de l'intelligence artificielle. Vous voyez, on peut y aller. Donc là, voilà, la Chine réussira-t-elle à créer une intelligence artificielle plus intelligente que l'homme? Ça, c'est encore un grand rêve. Mais j'aime bien les rêveurs. Hein. Moi, j'adore les rêveurs. Donc voilà, on peut faire intelligence artificielle. Et puis, évidemment, je vous invite tous à taper votre domaine. Allez, on s'attaque aux comptabilité. Donc allons-y, comptabilité. Donc là, le 7 mars, il y a 3 heures. Tiens, je ne connaissais pas ça. C'est encore un domaine qu'il va falloir que j'analyse. Je passe beaucoup de temps à faire de la veille technologique. C'est énorme. L'expert comptable de demain, augmenté ou disrupté. Alors derrière, il va falloir trier ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est pas toujours évident parce que il y a beaucoup d'annonces qui sont des annonces, on va dire, buzz. Et il va falloir travailler un petit peu là-dessus. En effet, tous les domaines sont impactés. J'ai essayé énormément de domaines, je suis expert APM et je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, et donc dans plein de domaines divers et variés, et lors des rencontres qui durent 5 à 6 heures, on travaille sur les différents domaines. Et je ne crois pas qu'il y a encore, s'il y a peut-être quelqu'un qui fait des bâtonnets pour crème glacée, qui n'a pas encore trouvé comment il va être impacté par l'intelligence artificielle. Dans les fonctions d'entreprise, aucun problème, mais sur son métier, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas... Il n'y a pas d'impact. Donc oui, l'intelligence artificielle, c'est pour tout le monde. Dans quelques années, on peut se réunir, dans 3-4 ans, ma conférence n'existera plus, on pourra rentrer dans l'approfondissement d'intelligence artificielle, mais vous aurez tous une intelligence artificielle chez vous, dans vos entreprises, mais aussi chez vous à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métiers vont tous se transformer. La différence entre les sociétés du futur, ce n'est pas l'intelligence artificielle, tout le monde en aura une. Ça sera l'intelligence humaine. Ce qui fera la différence, ça sera la valeur humaine. Et je pense que l'intelligence artificielle va rendre l'intelligence humaine comme priorité dans le recrutement et même dans la rémunération du futur. Oui, on rémunérera les gens très intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils seront à la base de la construction des intelligences artificielles. Alors, je reprends la main. Hop. Tout le monde a compris sur ce coup-là? C'est important. Hop. Ah. Fermé. Hop. Voilà. Bon. Alors, allons-y. Où est-ce qu'elle va se nicher, cette intelligence artificielle? Facile. Dans tous les produits que vous avez. Vos ERP, vos CRM, vos GED, tout ça, il y aura de l'intelligence artificielle pour aller analyser l'information, comprendre mieux l'information et la croiser avec vos données. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est ce que fait un peu le business intelligence, c'est un peu ça. Business intelligence, c'est juste les tableaux de bord qu'on vous donne, là, vous savez, avec les jolis histogrammes en fin de semaine, en fin de mois. Il y a des gens avec leur intelligence humaine qui construisent ça. Mais c'est encore à vous d'analyser les jolis diagrammes ou jolis camemberts, histogrammes ou camemberts, pour prendre une décision. L'intelligence artificielle va ajouter en plus, prenez des petits modules de génération de texte qui va analyser vos diagrammes, comprendre évidemment votre métier, donc il va falloir un petit peu les éduquer et vous dire tu devrais plutôt investir en Chine plutôt qu'au Japon parce que il va trouver tous les arguments. Alors votre libre arbitre dans ce coup-là, je ne sais pas, il risque d'être un petit peu impacté, mais c'est surtout beaucoup d'informations qui vont vous être données en temps réel. Les CRM, pareil, Salesforce, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Einstein qui va vous aider à mieux connaître ou à mieux comprendre vos prospects. La bureautique, Office 365, il va y avoir un ensemble d'outillages d'intelligence artificielle qui vont être intégrés dedans. Il y en a un que j'ai vu, c'est une démonstration pour l'instant. Vous sélectionnez une phrase, bouton droit, réécris-moi la phrase. Et hop, le système va vous réécrire la phrase. Bon, c'est sympa. Ça va faire des recommandations, des commentaires, des réécritures, des corrélations avec toutes les difficultés de la corrélation, on va le voir, parce qu'il y a quelquefois besoin de bon sens pour comprendre ce que c'est une bonne corrélation. Alors, j'ai essayé rapidement de faire une espèce de cartographie de ce qui est utilisé en intelligence artificielle, sauf que tous les jours, elle change cette cartographie. Donc, pour aujourd'hui, on va faire 2 zooms. Un zoom sur la ressource humaine. J'ai choisi ça pour aujourd'hui, on pourrait prendre autre chose. Et un zoom sur le transport. Donc le zoom sur la ressource humaine, d'abord, ça va être utilisé pour l'identification de profils. Pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Ils ont fait une analyse, 600 000 profils, et ils ont dit, quels sont les profils parmi les 600 000 qui correspondent à ce que je cherche dans ma boîte?
Et pour éduquer cette intelligence artificielle, ils ont utilisé tous les salariés de votre boîte, en disant ils font bien partie de la boîte, donc ils sont parfaits pour la boîte. Résultat, vous avez eu un profil moyen c'est la stat, moyen d'une personne qui pourrait correspondre parfaitement à votre boîte. Mais si vous cherchez la perle rare, qui a cette force de proposition et qui va transformer votre métier, vous ne la trouverez pas avec une intelligence artificielle. Parce que justement, les intelligences artificielles, c'est avant tout quelque chose qui apprend et qui vous propose une solution statistique, globale. Il n'y a pas de choses qui soient je cherche l'exception. Ça, la machine ne sait pas faire. Je contourne ma manière de voir les choses pour trouver quelque chose. Elle ne sait pas faire non plus. Et on ne sait toujours pas la programmer comme ça. Nécessité de contrôler les résultats des IA. Les IA, à différence de l'informatique classique, ça va évoluer au cours du temps. Vous allez continuellement lui rajouter des exemples. Et naturellement, ces IA peuvent avoir des biais. On a eu déjà quelques exemples avec une IA qui est devenue raciste par Microsoft, on en parlera tout à l'heure, au niveau éthique. Mais on a beaucoup d'exemples. Donc il va y avoir deux domaines qui vont être, en fait, à mettre en place dans les boîtes. L'informatique avancée, donc l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui, c'est des développeurs. Donc ces gens-là vont, alors il y a de nouveaux métiers qui apparaissent évidemment, doivent vérifier la qualité des données, parce que si vous mettez des photos floues de chevaux, il va avoir beaucoup de mal à reconnaître un cheval. Et puis identifier les biais quand il y en a, ça c'est vraiment le problème. Puis le deuxième, ça va être contrôler un petit peu ce que font les intelligences artificielles, parce que si l'intelligence artificielle, et ça a été le cas d'une intelligence artificielle qui disait est-ce que quelqu'un était solvable ou pas dans une banque, donc voilà, lui est solvable, lui est pas solvable, etc. Et puis ils ont continué à alimenter l'intelligence artificielle, et puis par hasard, il y a eu 12 cas, et seulement 12 cas ont impacté l'intelligence artificielle, où c'était des gens d'origine africaine qui ont été refusés. Bon, la machine, corrélation, directe, on ne prête plus au black. Oui, c'est direct, je veux dire. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir contrôler. Les IA peuvent avoir un biais et ne plus respecter les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, et ça veut dire qu'il va falloir recruter des gens qui ont la capacité de bien comprendre ce que c'est les valeurs de l'entreprise, et très finement. Je pense que le DSI va avoir un nouveau rôle. Le dirigeant aujourd'hui attend de son DSI qu'il soit force de proposition. Pourquoi ? Parce que le DSI, il a la connaissance sur l'intelligence artificielle. Le DSI qui fait de la maintenance et qui fait plus ou moins fonctionner son système au jour au jour, mais sans introduire de l'intelligence artificielle ou de se projeter dans le futur, il pénalise un peu le dirigeant qui, lui, a absolument besoin de comprendre ces technos et surtout de les utiliser dans la stratégie de son entreprise. Alors la transformation des métiers, on va en parler 2 secondes. D'abord, la question qu'on peut se poser, c'est l'avenir du travail. Alors là, une phrase qui a été dite par un grand maître de l'intelligence artificielle. Des machines seront capables d'ici 20 ans de faire tout travail que l'homme peut faire. Je veux dire quand même, mais je le respecte beaucoup. C'est vraiment un des meilleurs en intelligence artificielle. Il s'appelle Herbert Simon et c'était en 1965. Donc vous voyez, c'est pas nouveau qu'on pense que l'intelligence artificielle va transformer le monde du travail. C'est pas nouveau du tout. À chaque fois qu'il y a eu un été d'intelligence artificielle, parce qu'il y a des hivers, donc l'été d'intelligence artificielle, à chaque fois, plein de gens, les journalistes, même les gens de l'intelligence artificielle pensaient qu'on allait complètement changer le monde. C'est lié à ces 2 facteurs exponentiels et toutes ces datas. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, je peux le dire, on n'est plus dans un univers d'intelligence artificielle. On n'investit pas 17 milliards pour un an en recherche et développement en intelligence artificielle. Ce n'est pas possible aujourd'hui, et en plus, on a des très bons résultats. Donc oui, ça y est, c'est parti. On gardera comme trace dans 100 ans qu'entre 2015 et 2020, c'est l'émergence d'une nouvelle discipline qui s'appelle l'intelligence artificielle. C'est nouveau. Donc aujourd'hui, les résultats sont déjà impressionnant, mais c'est que le début. Et encore une fois, étonné que c'est exponentiel, on risque d'avoir de belles surprises dans les années qui vont arriver. Alors, ça impacte qui ? Les tâches répétitives. Donc si vous avez robotisé vos employés, ils vont être vite remplacés par une intelligence artificielle, surtout s'ils sont sur par exemple une caissière. Très spécialisée. Donc il y a peu de chances qu'on remplace entièrement un métier, mais plutôt une partie du métier. Parce qu'en général, quand les gens font un métier, ils ne font pas qu'une seule chose, et rarement très très spécialisé. Et sans vision générale. L'intelligence artificielle, non.
il n'y a rien à dire. Elle n'aura jamais l'idée de qu'est-ce que c'est une relation, un rendez-vous, une réunion. Pour elle, c'est juste un mot qu'on plaque dans un calendrier. Aucune idée de ce que c'est une créativité, des choses comme ça. Donc tout ça, ce sont des domaines qui vont être impactés, c'est des activités qui vont être impactées par l'intelligence artificielle. Je pense que dans le futur, il faudra se poser la question, est-ce que je rends ce métier à l'homme ou je le rends à l'intelligence artificielle? La réponse, elle est simple, ça sera une coopération entre les deux. Julie Desc, que je vous parlais tout à l'heure, bon, il ne sait pas traiter tous les mails. Il sait traiter 80% des mails. Et les 20% où les mails sont trop compliqués à traiter, c'est l'humain qui prend en charge. Et c'est souvent le cas. Beaucoup d'intelligence artificielle peuvent être associées à un travail humain. Alors la voiture, on entend beaucoup parler, ça va être c'est intéressant parce que c'était le symbole du XXe siècle, et ben ça va être le premier objet qu'on va avoir autour de soi, un premier robot, ce robot sur roue, qu'on va utiliser un peu tous les jours. La ville d'Oslo vient de décider de n'autoriser que les voitures autonomes à partir de 2025 dans son centre-ville, donc il y a des gens qui sont en train d'anticiper comment l'impact de cette voiture autonome, tout le monde s'y met. Il ne faut jamais oublier que derrière une circulation automatique, il faut des voitures autonomes, mais il faut aussi une infrastructure intelligente. Et ça coûte cher. Et c'est pas évident. Alors sur autoroute, ça va, c'est contraint, il n'y a pas de petites filles qui jouent au ballon au milieu de la route. Bon, ça devrait aller, quoi. Bon, il y a quelques cerfs qu'il faut éviter. Voilà, c'est le truc qu'il faut éviter. Mais en dehors de ça, sur autoroute, c'est assez efficace. Le programme qu'on a utilisé pour le Carrefour Intelligent, il est utilisé aujourd'hui sur toutes les autoroutes de France, là où il y a des caméras, pour identifier les incidents, les accidents, etc., etc. Donc tout le monde s'y met. Donc ces voitures vont communiquer entre elles. Ça, c'était une simulation qui date de 20 ans. C'était, imaginons, un carrefour routier qui ne marche que avec des voitures autonomes. Donc là, bah oui, les voitures, elles sont autonomes, donc zéro accident. J'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai déjà vu ça en Inde. Au Vietnam, peut-être, oui. Mais beaucoup klaxonnent. Là, c'est silencieux. Alors ça, c'est de la science-fiction. C'est la science-fiction. Que des voitures autonomes, ça marche pas. Il y a des vélos, des skateboards, des chiens, des gens qui jouent. C'est compliqué. Là, on oublie les piétons, on oublie tout ça. Par contre, si on y arrive, en tout cas, à tendre vers ce modèle idéal, eh ben, zéro accident. Bah, vos voitures qui font 1 tonne, on peut les réduire à 100 kg. Il y a plus besoin, on peut faire des voitures très légères, parce que la 1 tonne de voiture, c'est pour sauver vos 100 kg. Mais s'il n'y a plus d'accident, il n'y a aucune raison de faire des voitures aussi polluantes et aussi consommatrices. Ça, on change vraiment toute la façon de voir la voiture en termes de partage. Pourquoi faire une voiture qui serait stationnée? C'est aberrant. La voiture, elle doit bouger. Elle doit se appeler où elle veut. Elle est autonome, elle fait ce qu'elle veut. On peut aller chercher votre fille qui sort de boîte de nuit. Elle peut aller chercher mamie pour l'emmener au musée. Vous voyez, il n'y a aucun problème. La voiture va naturellement, au départ, ça sera vous qui aurez acheté cette voiture autonome, puis très rapidement, vous allez la partager avec votre famille, puis vos amis, et puis naturellement, on ira vers une société où on partagera la voiture. C'est une transformation complète de la société. Et puis, nos enfants sont les derniers à passer un permis de conduire. Génial. Moi, j'adore. Alors, résumons un petit peu l'histoire. Hier, on utilisait des algorithmes, force brute, heuristique, contrainte. C'est ce qu'on enseigne maintenant en première année d'école d'ingénieur en informatique. C'est des algos classiques, ce n'est plus l'intelligence artificielle. Ou l'intelligence artificielle, c'est l'informatique avancée. Donc, c'est plus avancé, ça. Donc on l'enseigne basiquement dans les écoles d'informatique. Les expertises numérisées et le deep learning, je vous ai parlé tout à l'heure, là on rentre un petit peu dans le détail de comment ça fonctionnait. Aujourd'hui c'est de l'informatique avancée, demain dans 5 ans, dans les écoles on enseignera ça basiquement, ça sera l'informatique classique. Alors après, demain il y a d'autres choses qui sortent des labos, tout d'un coup, la technologie, ici on c'est la nanotechnologie à Grenoble, la biotechnologie, la robotique, tout ça va émerger. Pour l'instant, la robotique, ça reste encore de l'objet télécommandé. J'exagère un peu, mais c'est un cheval de mécanique et une alouette d'intelligence artificielle, comme dit Laurent Alexandre, et je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans les robots est très limitée. On peut en parler si vous voulez lors des questions. J'ai plein de démos à vous montrer. Et puis, on a le après-demain. Qu'est-ce qui va se passer après-demain ?
Alors avant de passer au après-demain, si vous avez le futur à définir, j'aime bien dire, l'intelligence artificielle est à notre époque ce que l'imprimerie est à la Renaissance. Si vous voulez prévoir le futur en étant à la Renaissance et que vous oubliez la valeur imprimerie, il n'y a aucune raison que vous puissiez imaginer le futur tel qu'il existe aujourd'hui. Ben c'est pareil, si vous pouvez imaginer le futur de votre entreprise sans penser que l'intelligence artificielle existe, vous allez vous gourer. Il faut vraiment y penser. Le compagnon intelligent, ou en tout cas plus ou moins intelligent, les algorithmes avancés vont changer notre manière de percevoir le futur au niveau des entreprises. Alors, on peut se poser la question du après-demain. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Alors, le premier, on va dire, qui a pensé à ça, vraiment, et que je considère quand même des meilleurs, c'est Asimov. Asimov, Arthur Clarke, Vinge, ceux qui adorent la science-fiction, il y a tout ce qu'il faut. Là, il n'y a aucun problème. Et puis après, il y a les cinéastes. On y va, la guerre des étoiles, etc. Et puis dernièrement, il y a nos journalistes qui confondent un petit peu la réalité avec la fiction. Donc là, ils ont une idée futuriste d'une conscience artificielle. On appelle ça l'IA forte. Aujourd'hui, on est en IA faible. Faible par rapport à forte. Alors, une conscience artificielle, imaginez ça. Aujourd'hui, personne au monde sait programmer un truc pareil. On me donne l'ensemble de tous les chercheurs du monde et tout l'argent qu'il faut, on ne sait pas écrire la première brique d'une conscience artificielle. Ça a été le rêve de tous les humains depuis très longtemps, de créer quelque chose qui pourrait nous dépasser, être Dieu, ça a toujours été le rêve. Frankenstein, évidemment, c'est quelque chose qui est ancré en nous, on a envie de ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Pour l'instant, c'est de l'informatique, c'est de l'algorithmique. Et je peux vous dire qu'on en est peut-être très loin. Alors très loin, oui. J'adore cette phrase-là de Andrew Ng, que je considère comme un des meilleurs chercheurs en intelligence artificielle aujourd'hui. Ma préoccupation actuelle n'est pas d'empêcher l'intelligence artificielle de devenir diabolique pour la même raison que je ne m'inquiète pas d'un problème de surpopulation de la planète Mars. Ça pourrait arriver un jour très lointain. Je vous donne, 20 secondes pour réfléchir à la surpopulation de la planète Mars. Problème très important. Parce que le jour où les Martiens, ils ont colonisé toute leur planète, ils vont peut-être revenir sur Terre. Vous voyez, on peut faire des débats là-dessus. On en est là. Aujourd'hui, on a les gens du transhumanisme. Excusez-moi. L'église du transhumanisme. Et le mot église est important. C'est la croyance. Qu'on pourrait un jour faire une intelligence artificielle qui serait aussi douée que l'homme, etc. C'est pas dit du tout. Et pour l'instant, il n'y a pas une brique qui me permette de dire qu'il y a une réalité derrière ces faits. Aujourd'hui, tous les experts de l'IA ne parlent que d'IA faible. Les IA, une IA généraliste, une IA forte, personne ne sait comment la faire. Et si, dans votre idée, vous dites « Ah bah alors, c'est pas compliqué, je fais une somme d'IA faible, une somme de spécialistes, ah bah ça va faire une IA intelligente, une IA généraliste, une conscience artificielle. » Non, vous pouvez mettre tous les spécialistes que vous voulez les uns côté des autres. Pour ceux qui sont dirigeants d'entreprise, peuvent très bien comprendre ça. C'est pas parce que vous mettez tous vos collaborateurs les uns côté des autres que vous allez créer un chef d'entreprise. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et je peux vous montrer beaucoup d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui, on est loin, mais vraiment très loin, d'une intelligence qui serait la conscience artificielle et qui va se retourner contre nous. Par contre, si les IA ne sont pas méchantes, les hommes le sont. Et là, c'est là où ça devient compliqué. Quelles sont les limites de l'IA? Vous n'avez aucun sens commun. 4 plus 5. Dans cette salle, tout le monde sait qu'on est en base 10 et tout le monde va dire 4 plus 5, c'est 9. Une machine peut douter. Elle ne peut pas comprendre ce que c'est le bon sens. Sauf si on lui programme. On lui dit 4 plus 5, ça fait toujours 9. Mais dans la réalité, si on lui donnait une conscience artificielle ou quelque chose à décider, elle ne sait pas dans quel ordre est le sens commun. Attention aux fausses corrélations. Vous voyez, ça vient d'un site web. La hausse des dépenses spatiales augmente les suicides. C'est une intelligence artificielle qui a trouvé ça. Ça marche dans l'autre sens. Les suicides augmentent les dépenses spatiales. Et c'est une corrélation. Ça marche dans les deux sens. Pour une intelligence artificielle, il n'y a pas de cause à effet. Donc allons-y. Dernièrement, elle nous a trouvé que l'hôpital est le lieu le plus dangereux du monde. Ça vous fait rire? Pas elle. Ça vous fait rire. Vous, humains, vous comprenez très bien l'humour qu'il y a derrière cette phrase. C'est un humour qu'utilisait Coluche il y a 20 ans. Quand on est malade, il ne faut surtout pas aller à l'hôpital, etc. Mais l'intelligence artificielle ne peut même pas comprendre cette idée d'humour, de niveau 2. Elle prend les stats, elle voit là où on meurt le plus, c'est à l'hôpital, donc c'est le lieu le plus dangereux du monde. C'est bête comme chou. Vous voyez la limite de l'intelligence artificielle? On la voit très très bien là. Incapable de faire ce qu'on appelle de l'intelligence de contournement.
Nous, on fait l'intelligence de contournement très classique. Vous êtes à table, hein, il y a un serveur, il va vous demander votre café. Alors, qu'est-ce qui prend un café? Tu prends un café, tu prends un café, tu prends un café, tu prends un café. Ça, c'est le serveur débutant. Parce que le bon serveur, il dit, qui prend pas de café? Là, ça s'appelle une intelligence de contournement. Eh ben, aujourd'hui, on ne sait pas programmer ça. Aujourd'hui, si vous voulez savoir si quelque chose n'existe pas dans une base de données, vous êtes obligé de parcourir toute la base de données. Et c'est bien un problème. Les requêtes négatives, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et nous, l'humain, on l'utilise en continu. Notre intelligence a la capacité de travailler sur ce qu'elle ne connaît pas ou ce qu'elle ne sait pas. La machine, non. La machine travaille sur des chiffres et elle fait des corrélations. C'est tout ce qu'elle fait. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé autre chose. Hein. Continuons. Les limites d'intelligence artificielle, elles sont sans mémoire. C'est-à-dire que si j'ai fait un programme qui sait reconnaître un défaut dans le verre, comme l'a proposé Néovision, je suis obligé de refaire un autre programme pour faire de la reconnaissance, par exemple pour les ventes. Je fais un programme qui sait jouer au Go, je ne peux pas le réutiliser pour jouer aux échecs. Ça ne marche pas. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, mais pour l'instant les IA sont sans mémoire. À chaque fois que vous voulez construire une intelligence artificielle, vous recommencez à zéro et vous devez rééduquer avec de nouveaux exemples les intelligences artificielles. Et en plus, elle ne sait pas résoudre des problèmes mal définis. Alors là, j'ai pas de truc pour écrire. Bon, on va imaginer. Imaginez un énorme cercle tracé à la peinture sur un parking. Autour de ce cercle, vous mettez un autre cercle avec des pointillés. Vous voyez, premier cercle très continu, deuxième cercle avec des pointillés. La voiture autonome, elle se dit « Oh, bah, je peux rentrer dans le cercle ». Elle ne peut plus en sortir. Il y a un salarié chez Google qui a immobilisé toutes les voitures du parking avec un pot de peinture. L'intelligence artificielle n'est pas capable de comprendre pourquoi c'est aberrant. Elle n'a pas cette capacité. Elle analyse l'environnement dans lequel elle est et elle ne peut pas comprendre. Vous imaginez, si elle n'arrive pas à sortir avec un pot de peinture de sa place de parking, on en est très très loin d'arriver déjà à quelque chose d'intelligent au niveau humain, mais au niveau conscience artificielle, c'est de la science-fiction. Vraiment. En plus, petite cerise sur le gâteau, vous savez qu'on a 8-9 intelligences artificielles suivant les études, Gardner, etc. Aujourd'hui, ce qui est impacté par l'intelligence artificielle, c'est la logique, le verbal et le visuel. Voilà, c'est ces trois parties-là. Mais la partie interpersonnelle, le fait qu'on soit dans cette salle, par exemple, l'intelligence qui nous a fait venir dans cette salle aujourd'hui et partager ce moment, aucune intelligence artificielle peut comprendre. Notre intelligence intrapersonnelle, existentielle, une intelligence existentielle, avoir de l'empathie pour la planète, incompréhensible pour une machine. Donc il y a encore beaucoup d'intelligences qui ne sont pas du tout impactées par l'intelligence artificielle ou qui ne le seront peut-être jamais. Désincarnées, pas d'émotions ressenties, pas d'intuition, pas de conscience, pas d'éthique, pas de valeur, tout ça, c'est des choses qui sont la définition d'une intelligence artificielle. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle n'est pas dangereuse, mais l'homme le sont. Donc ça, bah, clairement, il va falloir le régler. Je pense que d'ici moins de 5 ans, il y aura quelqu'un qui va faire apprendre à son intelligence artificielle à reconnaître des virus. Il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, hein, mais sans problème. Et puis un jour, il va se dire, et si tu me crées un nouveau virus? Alors virus informatique ou biologique, hein, c'est la même chose, c'est du codage. Donc oui, il y a quelqu'un qui utilisera une intelligence artificielle pour faire des armes bactériologiques, aucun problème. C'est ce qui fait que Elon Musk nous dit que c'est potentiellement plus dangereux que le nucléaire, parce que tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle, et donc tout le monde peut potentiellement l'utiliser pour pouvoir créer des armes. Mais encore une fois, c'est pas l'IA qui a décidé d'éradiquer l'être humain. D'accord ? On est bien d'accord. Évidemment, la solution contre des IA qui proposeraient un super virus comme ça, c'est évidemment des IA qui soient capables de faire le contre-virus. C'est là-dessus qu'on travaille et qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent dessus, heureusement. Microsoft a mis une intelligence artificielle sur Twitter en 2016 en disant « Oh, vous, les gens qui font du Twitter, communiquez avec mon intelligence artificielle. » Alors quand un humain a la possibilité de communiquer avec une intelligence artificielle, la première idée, c'est de la rendre raciste, genre nazi. Donc au bout de 8 heures, il tenait des propos très très insupportables. Donc Microsoft a supprimé son intelligence artificielle et deux choses. D'abord, ça marche bien, rapide, 8 heures c'est court, et surtout, il ne faut pas utiliser des bases de données publiques, quoi. Il faut utiliser des bases de données privées avec des données privées dont on a le contrôle de qualité et d'intérêt pour la machine. Des problèmes éthiques. Allez, je vais vous en donner un qui est vraiment exceptionnel. C'est des étudiants de Stanford, ils ont trouvé, avec l'heure d'arrivée de vos collaborateurs, l'heure de sortie du collaborateur et l'heure du mail, le nombre de mails traités par jour, ils sont quand même capables de prédire le burn-out. Bon,
Il faut 3 mois d'information. Hein. J'ai 3 mois d'historique, l'heure d'arrivée, l'heure de départ et le nombre de mails traités par jour. Et il y a 80% de réussite. Et il vous dit, lui, il va faire un burn-out. Maintenant, je vous invite à réfléchir. J'hésite toujours à choisir un prénom. On va prendre Sophie cette fois-ci. Sophie, au service comptabilité, va faire un burn-out la semaine prochaine. Vous faites quoi de cette information ? Réfléchissez bien à ça. Si avec 3 variables aussi simples que l'heure d'arrivée, l'heure de sortie, le nombre de mails, on se pose des questions éthiques, qu'est-ce que je fais de cette information ? Imaginez avec le nombre d'informations qu'on va avoir dans le futur. On va avoir de l'information, mais comme on n'en a jamais eu. Donc on vous dira, ah non, il ne faut pas signer avec le client jeudi prochain, ce n'est pas le bon moment. Par contre, le vendredi, tu peux augmenter 10% tes prix. Mais oui, au Japon, il y a certains pilotes qui n'ont pas le droit de piloter parce que l'intelligence artificielle a décidé que ce jour-là, ce n'est pas le moment. C'est des choses qui vont arriver tous les jours. On va vous mettre sur un plateau un nombre d'informations impressionnantes où la machine va interpréter ces données, mais elle sera très pertinente, hein, et qui va évidemment influencer vos décisions et donc peut-être aussi vos libres arbitres. Et on va en avoir beaucoup d'informations comme ça. Bon, ça, je passe. Décision de la voiture autonome, ça aussi, c'est une question qui s'est posée, ça a été remonté au Parlement européen. Une voiture a le choix entre, il y a une petite file qui passe devant la rue, à la vitesse à laquelle résonne la voiture, en tout cas peut réagir la voiture, résonner, c'est un peu exagéré, le programme se déroule, soit il écrase la petite fille, soit il tue le conducteur. On pourrait se dire, c'est pas évident, hein. D'un point de vue vision constructeur automobile, vendre une voiture qui tue le conducteur, je le sens pas. Acheter cette voiture, on vous sacrifie à chaque fois. Pas sûr qu'on ait vraiment envie d'acheter une voiture de ce type-là. Mais il ne faut pas laisser le constructeur automobile décider. Il va falloir qu'on légifère là-dessus. Et il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a des chaires universitaires qui travaillent sur les problèmes éthiques liés aux intelligences artificielles. Et de jour en jour, on a des tonnes d'exemples qui sortent de ces domaines-là. Alors les enjeux économiques, ça c'est important, ça. Qu'est-ce qui se passe avec ces enjeux économiques ? D'abord, l'IA, c'est devenu le terrain de jeu des plateformistes, des chercheurs, tout le monde parle d'IA. On va même beaucoup plus loin. Vous avez des données dans votre entreprise ? Vous faites du traitement de données ? Allez hop, c'est de l'IA. Non mais il faut reconnaître que là, aujourd'hui, il y a du grand n'importe quoi et on est en train de vider un peu le sens de ce mot-là. On vire intelligence artificielle, on pense informatique avancée et tout revient dans le bon ordre. Donc ces entreprises rachètent énormément de startups, c'est la nouvelle façon de faire de l'innovation aujourd'hui. Hein, Free nous l'a montré, elle a créé une école, 200 startups qui sortent tous les ans. Même s'il n'y a que 10% des startups qui sont bonnes, ça fait quand même 20 startups à intégrer chez Free. On sent qu'ils sont prêts en termes d'innovation. C'est un choix qui est à mon avis très judicieux sur ce coup-là. C'est un choix à long terme. Il faut avoir une école d'ingénieurs qui dure à construire, qui a une existence pendant 5 ans minimum. Le GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, IBM. Alors d'abord, vous remarquez que Microsoft et IBM ne sont jamais dans le coup. Pourquoi ? Parce que le mot GAFA a été inventé par IBM, donc ils ne sont pas mis dedans. Et Microsoft, à l'époque, n'avait pas beaucoup de data. Depuis, ils se sont rattrapés avec LinkedIn et autres données. Et puis on a Baidu. Baidu, c'est l'équivalent de Google. Alibaba, qui est l'équivalent d'Amazon. L'équivalent, Alibaba a fait quand même 27 milliards de chiffre d'affaires en une journée. Le fameux journée du célibat au mois de novembre, 27 milliards. Le Black Friday chez Amazon, c'est 18 milliards. Hein. Donc, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup en milliards et pour une journée, c'est pas mal, moi j'aime bien. Tencent, c'est l'équivalent de Facebook. Et Xiaomi, c'est l'équivalent de Apple. Donc, toutes ces grosses boîtes travaillent en milliards, investissent en milliards, rachètent 1 à 2 boîtes par semaine. Dans le domaine de l'IA, mais aussi de la robotique. Aujourd'hui, intelligence artificielle, ça rime avec, pour Microsoft, 8000 employés, ils viennent d'embaucher 8000 personnes. Bref, ça nous dépasse complètement. On se dit, mais c'est pas possible qu'on investisse autant d'argent dans une technologie qui n'a pas encore fait vraiment ses preuves. On n'a même pas encore beaucoup de retours sur investissement sur les solutions qui sont mises en place aujourd'hui. Donc, on attend. En tout cas, les GAFA, ils ont une idée, c'est qu'on a besoin de vos données. Pourquoi ? Parce que pour alimenter ces intelligences artificielles, ils ont besoin de leurs données.
Alors il y a des nouveaux travaux en ce moment qui sont en train, là, c'est une espèce de scoop, qui sont en train de montrer qu'on peut peut-être créer des données artificielles pour alimenter nos intelligences artificielles. Et ça serait complètement révolutionnaire. C'est-à-dire que le GAFA, qui aujourd'hui ont le plus de données, pourrait devenir tout en bas de l'échelle, et nous, on pourrait créer nos propres données artificielles pour alimenter nos intelligences artificielles. Ouais, c'est de la recherche pour l'instant, hein, on attend. Genre c'est de la recherche, il y a des entreprises qui travaillent dessus. Je pense que le numérique et l'intelligence artificielle, puisque ça fait partie du numérique, va transformer la société. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va laisser la Silicon Valley ou la Chine décider à notre place? C'est un peu ce qu'on a comme impression aujourd'hui. Bon, alors François Hollande a lancé Francia, la French Tech, c'était au mois de novembre dernier, mois de janvier dernier. On fait un panorama global de ce qui se passe en intelligence artificielle. Il a conscience déjà qu'on a perdu la bataille du cloud. Peut-être qu'avec le RGPD, on va refaire un peu de cloud en Europe. On a perdu le smartphone parce que Nokia qui a racheté Alcatel, c'est pas les premiers dans le monde. Et puis, je pense qu'on est en train de perdre la bataille de l'intelligence artificielle. Ou pas, et là, ça serait peut-être une surprise. Donc, François Hollande, concertation de la French Tech pour savoir où on en est dans l'intelligence artificielle. La conclusion, c'est des startups spécialisées, extrêmement efficaces dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a Neovision qui vous a présenté tout à l'heure leurs produits, mais surtout leur savoir-faire. On a des startups qui partent aussi aux États-Unis. Une excellence de la recherche et de la formation dans ce domaine-là. On produit pas mal d'étudiants qui ont la capacité de faire de l'intelligence artificielle. Le seul problème, c'est qu'on en a presque un tiers, voire presque la moitié, parce qu'ils sont très séduisants, qui partent aux États-Unis ou en Allemagne. Donc on n'arrive pas à garder nos étudiants qu'on a financés par nos impôts pendant quelquefois 8 ans, voire 10 ans, pour ceux qui ont fait des thèses. Donc c'est un petit peu dommage. Il va falloir qu'on trouve une solution pour les garder. Alors pourquoi ils partent là-bas? Pourquoi ces étudiants partent aux États-Unis? Là-bas, ils sont gratifiés, ils sont en haut de l'échelle sociale. Les femmes cherchent ces fameux geeks parce que c'est eux qui savent se démerder aujourd'hui dans la société numérique qu'on est en train de construire. Il y a des séries pour eux, il y a le salaire. C'est un salaire qui est un x3, x4. Et même ramené au coût de la vie, ils sont de toute façon gagnants. Mais la première chose que me racontent les étudiants que j'ai eus et qui travaillent chez Google, ils m'ont dit... On est apprécié, on nous écoute, quand on propose une idée, c'est tout de suite, on nous donne la possibilité de nous exprimer. Vraiment, c'est vraiment ça qui leur plaît. Et ils ne sont pas traités de pisseurs de code. Et ça, c'est très important. Quand on traite les gens de pisseurs de code, même si c'est un terme qui est rigolo comme tout, aucun Américain, je pense, oserait traiter ces informaticiens de pisseurs de code. Vous voyez, ce type de choses, il va falloir y travailler, en tout cas pour les séduire. On a de grosses bases de données qu'on va pouvoir exploiter, qu'on n'a encore jamais exploitées, par exemple la sécurité sociale, que les gens sont prêts à acheter, parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans. L'énergie aussi pour le nucléaire. De grands groupes français sont des références dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense à Thales, aux constructeurs automobiles, Airbus, Sanofi, Aventis, qui ont des algorithmes depuis très longtemps, donc c'est pas nouveau. Et puis ils ont fait de la recherche en intelligence artificielle. On a une recherche très, très efficace. Alors Édouard Philippe a redonné le dossier à Cédric Villani. Alors lui, il n'est pas informaticien, hein, c'est un mathématicien d'abord. Donc c'est une toute petite partie de l'informatique, parce que si vous regardez l'impact d'un algorithme sur l'ensemble d'un programme, c'est 5-10% du programme. Le reste, c'est du réseau, de l'interface, de la mobilité, du cloud computing, c'est pas des maths. Donc lui, on le nomme, et puis on lui demande de faire ses recommandations pour décembre 2017. Il ne les a pas fait. On attend janvier 2018, toujours pas. Février, toujours pas. Mars, début mars, toujours pas. Dans le Nouvel Obs, il nous dit qu'il va nous le donner le 29 mars. C'est très précis. Donc on va voir, on attend. En tout cas, je suis très très intéressé par sa façon de voir les choses. En tout cas, il est écouté et il sait s'entourer de personnes qui sont aujourd'hui essentiellement des chercheurs et quelques entrepreneurs. Peut-être pas assez en mou. Pour terminer, sommes-nous prêts à cette intelligence artificielle ? Alors pour ça, j'ai fait une application, ce que j'ai appelé le bouton magique. Alors qu'à l'époque, je faisais des cours de mobilité sur téléphone portable et c'était un Windows Phone. Et donc j'avais fait un programme où on appuyait sur le bouton, là, un hommage à HAL 2001, le dossier de l'espace. Quand on appuyait sur le bouton, ça vous dit ce qu'il fallait faire. Vous achetez ou vous achetez pas? Bonne question. Programme simple, hein. On appuie sur le bouton, il vous dit ce qu'il faut faire. Alors quand on a 40 ans ou 50, on se dit non, j'ai mon libre arbitre, j'ai pas besoin d'un programme comme ça. Entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé d'écouter la machine. Donc par curiosité, on achète ça.
À 25 ans, on vous dit, bah, ça dépend. Si ça permet de rencontrer une fille super sexy dans la boîte d'à côté et qui correspond à mes besoins et que j'ai le temps parce que j'ai 20 minutes sur mon chemin pour aller boire une bière avec elle, votre programme, Monsieur Le Cerf, il m'appelle Monsieur Le Cerf, peut-être qu'on voudrait l'acheter, quoi. Et quand on demande à des enfants, eux, ils sont prêts déjà à jouer avec des robots. Ils sont prêts à tout de suite avoir une intelligence artificielle présente, en continu, quitte à peut-être reprogrammer cette intelligence artificielle pour qu'elle corresponde à leurs besoins. En tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est que d'abord, les approches de l'intelligence artificielle, ça va dépendre aussi des générations. Il y a des gens qui sont prêts, d'autres qui ne le sont pas du tout. Moi, je vous invite vraiment à vous ouvrir à cette technologie et à en comprendre d'abord les usages avant d'en comprendre la technique. La technique, c'est laissez-le pour l'instant aux développeurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle coûte cher en informatique. Ça nécessite des développements et des développeurs qui sont de très haut niveau. Mais rassurez-vous, on a déjà vécu ça avec le web dans les années 2000 et la mobilité en 2010, ça va se démocratiser. Vous aurez des gens qui sauront faire de l'intelligence artificielle en 2020 et qui auront un niveau BTS parce que les outils seront de plus en plus simples à utiliser et des API sur étagère que vous trouverez dans AWS, Azure. Bon, c'est la technique, on peut en parler si vous avez besoin. Compagnons numériques, ayant des compétences d'experts, simule l'intelligence 24 heures sur 24. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai eu une connexion avec Juidesk à 23 heures. Et elle m'a répondu tout de suite. Voilà, c'est quand même intéressant. C'est comme le chatbot de la SNCF. Vous pouvez lui parler à 2 heures du matin, ça marche. L'IA observe le monde dans lequel on est. Ça s'adapte à chaque profil. C'est peut-être un des usages les plus importants. Chacun d'entre vous va pouvoir être identifié par leur intelligence artificielle. Je pense qu'il y aura des clones intelligents de nous qui nous aideront au quotidien, qui seront capables de nous aider à prendre des décisions. Et ça va libérer du temps de traitement. Je vous invite à voir un film qui s'appelle Heure. Il y en a qui l'ont vu? Ouais. C'est un film un peu intimiste, hein, mais c'est un film qui a une espèce de projection intéressante. Et quand vous verrez ce film, regardez bien la machine avant, comme on le connaît aujourd'hui, qui est déjà capable d'aider, mais qui fait exactement ce que l'humain dit. C'est quelqu'un qui fait des poèmes, et qui fait des lettres de séduction. Vous voyez, imaginez, c'est un monde intéressant, ça. Un métier qui serait faire des lettres de séduction pour des personnes. Donc voilà, je vous invite à regarder ça, puis vous allez voir au fur et à mesure du film où la technique va s'améliorer et l'intelligence artificielle à un moment donné va prendre un petit peu, va devenir le compagnon du héros. Et à ce moment-là, le travail ne sera pas du tout pareil et évidemment, on va avoir un accompagnement beaucoup plus intéressant et pertinent dans le monde du travail du héros. J'ai des livres à lire, Homo Deus, que je vous invite tous à lire. Bon, on pourra reparler après de ça. Le futur, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans. L'intelligence artificielle, c'était dans les labos il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est des produits, c'est de l'industriel et du service. Je vous invite tous à vous intéresser à ça. Et nos compagnons intelligents, on va utiliser notre intelligence humaine pour les construire. Nos compagnons d'intelligence demain. Merci. Je pense qu'on va faire une séance de questions, c'est ça? Je te le rends. Alors voilà, est-ce que je peux te demander de récupérer le micro qui est là-bas? Voilà, il y a 2 micros pour les... Alors on va effectivement faire quelques questions. On sait qu'il y en a pas mal qui nous ont déjà été posées. On les laisse. Moi d'abord, je voudrais noter que, et je le dis donc à mon collègue président des financiers, et je suis sûr que dans son association, ils vont plus regarder les comptables qui s'appellent Sylvie de la même manière. Par pitié quand même, ayez pour elle un peu de condescendance. Sylvie ne doit pas devenir un prénom à éviter dans le secteur de la comptabilité. La deuxième chose, c'est que je prends un peu peur si je me dis qu'en touchant la truffe du chien, avec une intelligence artificielle, on peut savoir ce qu'il faut faire pour le soigner. Je crains le moment où ma tendre et douce épouse va me toucher l'oreille droite et avec une intelligence artificielle saura faire ce qu'il faut pour que je devienne quelqu'un de parfait. Là, ça me fait peur, quoi. Et puis, j'ai
j'ai noté aussi, alors pour le gag, tout à l'heure on a eu quelques journalistes qui posaient des questions, et puis on a un support presse très connu dans la région, mais vous verrez, qui nous a dit on peut absolument pas passer ce soir, mais on tient absolument à ce que vous nous envoyiez de belles photos et puis surtout une proposition de texte. Alors, je viens de découvrir que je savais qui allait écrire le texte et je vais véritablement, je crois, aller me balader sur un site que je viens de repérer pour voir ce qu'il va pondre comme article. Alors, je vous demanderai un peu d'indulgence. Je vais faire le test, et puis on va voir ce qui se passe. Et voilà. Et nous allons envoyer le texte qui sera fait par l'intelligence artificielle aux journalistes et on verra ce qu'ils en font. C'est censé paraître la semaine prochaine. Alors, je pense que ça devrait être assez rigolo. Voilà. Il est temps, bien sûr, de poser quelques questions. Nous avons une personne derrière qui a 2 micros à vous proposer. Alors, qui ouvre le bal des questions? Et je rends le micro. Merci. Alors, on commence. Sinon, c'est moi qui pose les questions. Allons-y. Non, il y a quelqu'un devant là. Il y a quelqu'un là. Ici là. Il faut bien un premier, hein. C'est très bien. Merci. Vous avez parlé de l'intelligence humaine à développer ou à entretenir. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes, sachant qu'aujourd'hui on parle de plusieurs intelligences chez l'humain? Laquelle faudrait-il développer, voilà, pour ne pas être trop naïf, trop bête ou prendre les bonnes décisions avec tout ce que vous nous promettez? Comment saura-t-on décider? Il faut développer toutes ces intelligences d'abord. La première chose, ça va être d'abord savoir quelles sont les intelligences à développer. Toutes les intelligences sont à développer. C'est une cohérence complète. Quand vous apprenez quelque chose de logique, vous allez le réutiliser dans vos relations, dans le développement de produits, etc. etc. L'intelligence artificielle, pas facile comme question. D'abord, on peut se poser la question où il faut développer. Est-ce que les écoles d'aujourd'hui correspondent à ce qui est nécessaire pour commencer à communiquer avec les intelligences artificielles de demain? Et est-ce que le manque de cours sur la connaissance de soi, l'esprit critique, etc., n'est pas un frein à le développement de l'intelligence dans le futur? Vraiment, je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup de gens intelligents dans le futur, vraiment. On a été jusqu'au bout de la procéduralisation des métiers, et là, ça ne faisait pas trop appel à l'intelligence humaine. Et ben maintenant, on va faire l'inverse. Maintenant qu'on a robotisé tous les gens, je caricature, hein, on va maintenant leur redonner la possibilité de s'exprimer. Oui, la créativité, ça c'est important, l'intuition, la confiance, être capable de donner confiance à quelqu'un. Vous pouvez me faire le programme que vous voulez, les RH, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, n'importe quel programme qui m'argumente, mais avec tout ce qu'il faut, hein, l'école, l'expérience et tout, etc., pour embaucher une personne, je vous promets que quand vous êtes face à l'embauche d'une personne, ça passe dans le cœur et vous dites, lui, je le sens pas. La machine peut me convaincre avec tous les arguments qu'il faut, ça marche pas. Donc on a intérêt de développer cette intuition qui permet de reconnaître la confiance qu'on peut donner à quelqu'un ou pas, même si on a des embauches conditionnées avec des périodes d'essai, même ça, parce qu'on n'est pas sûr nous-mêmes de ne pas se tromper. En tout cas, la machine aujourd'hui n'a aucune capacité de me convaincre, moi, qu'elle a la bonne réponse. Donc, l'esprit critique, ça aussi, c'est important. La capacité à se dire, ok, je fais tout ce que la machine m'a dit, mais là, je ne le sens pas. C'est ce que je faisais avec le GPS. Vous savez, je jouais au GPS, moi, j'adorais ça. Alors, jouer au GPS, je vous explique comment ça marche. Je suis quelqu'un qui a un bon sens d'orientation. J'ai fait des courses d'orientation quand j'étais jeune. Vraiment, j'ai un bon sens d'orientation. Donc, je mets mon GPS, parce que j'aime bien ce truc-là, et il dit de tourner à droite. Je le sens pas, là. Je le sens pas, vraiment, je le sens pas, là. Parce que mon intelligence me dit, non, c'est à gauche qu'il faut que j'aille. Le bâtiment, il est plus par là, le soleil est de ce côté-là. J'ai plein d'intuitions, c'est très intuitif. Hein. Je vais aller à gauche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle gagne beaucoup plus souvent que moi. Mais il y a 10 ans, j'étais bon. Hein. Mais maintenant, elle est très efficace. Surtout quand il ne fait pas beau et bien gris, il pleut tout le temps. Donc en ce moment, elle gagne beaucoup. Vous voyez, voilà. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à changer dans l'enseignement, dans nos approches au niveau de l'intelligence. Et je pense qu'il va faire de la valeur dans les entreprises du futur, c'est surtout de laisser les gens s'exprimer sur leur métier pour qu'ils puissent développer de nouvelles façons de penser l'activité. Ça, c'est essentiel.
Quand on propose de penser autrement l'activité, c'est faire le pas de côté et de se dire, attends, comment ça fonctionne mon poste de travail, comment mon activité peut être développée. Ça, c'est fait par une intelligence artificielle, ce qui me reste, c'est ça. Mais ce qui reste est énorme. Ne croyez pas que l'intelligence artificielle va remplacer tous les métiers. Pour l'instant, c'est des toutes petites briques. Et même quelquefois, ça ne remplace pas le métier. Ça ajoute de la comment on appelle ça, de la fiabilité à des produits. Quand on est sur une chaîne de montage et que le système nous analyse des défauts, ou quand on fait de la maintenance prédictive et qui veut dire cette machine va tomber en panne dans 2 semaines, ou dans l'aéronautique, on vous dit qu'il faut changer ce condensateur parce que on a déduit à travers des modèles que ce condensateur est à changer, aucun humain savait le faire avant. Donc la machine, elle apporte de la nouvelle connaissance et on va utiliser cette connaissance pour être plus efficace. Voilà. Merci pour cette réponse. On va prendre encore une question. En court. fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions et vu l'horaire et les questions, vous allez avoir l'intervenant qui va pouvoir y répondre en direct à l'occasion du cocktail dînatoire qui est prévu derrière. Donc, on prend encore maximum 2 questions et puis vraiment, on poursuit les questions autour du cocktail derrière. Donc, au-delà de l'esprit critique. Au-delà de l'esprit critique, est-ce qu'on n'a pas intérêt à développer la compétence et à éduquer aussi nos enfants, nos ados, à la transgression? Parce que finalement, comment innover sans transgresser? Quelle est la relation d'ailleurs de l'intelligence artificielle avec l'innovation? C'est rigolo parce que avec la transgression, pardon. Tout à fait. Mais c'est rigolo parce que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, au bout de 20 minutes, on fait de la philo. Non mais c'est vrai, en fin de compte, cette intelligence artificielle nous oblige à nous poser la question, qu'est-ce que c'est être intelligent, nous, humains? Et donc, naturellement, la transgression fait partie aussi d'une manière d'innover. Et oui, faire le pas de côté, voir les choses autrement, et peut-être même quelquefois refuser, est quelque chose qu'il faut peut-être pas en faire un mode de fonctionnement, mais savoir que ça existe et qu'on ne peut pas respecter les machines à 100%. Ce sont que des algorithmes, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de vous fâcher avec vos machines, ça pose aucun problème, au contraire. Par contre, oui, avoir... alors, entre transgression et esprit critique, c'est peut-être la mise en œuvre. J'ai envie de dire, voilà, oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Il va falloir qu'on éduque en tout cas nos enfants à avoir une vision différente. Le problème, c'est que nous, on a vécu sans intelligence artificielle, on a vécu sans le digital. Donc on sait comment on pourrait vivre sans. Eux, non. Ils ont vraiment acquis directement, digital native. Donc peut-être, je ne sais pas, ils auraient peut-être une influence de la machine plus forte que nous. Pas sûr. Hein. Je veux dire, je m'avance pas, je ne suis pas sociologue, donc ni psychologue, donc je ne sais pas là-dessus. Il y avait beaucoup de mains qui s'étaient levées, alors encore une question. Oui. Juste une question complémentaire, pas besoin de micro. Je ne sais pas ce que c'est. Non, je veux dire, non, honnêtement, j'ai pas encore. Je vais rencontrer quelqu'un justement qui va m'expliquer un peu le domaine de l'intelligence émotionnelle. Mais c'est sûr et certain, je prends juste le mot intelligence et émotionnelle, que ça va beaucoup influencer. Nous sommes déjà des machines, des animaux qui utilisons notre intelligence émotionnelle en continu. Je veux dire, il n'y a aucune décision qu'on prend où il y aurait, on va dire, une logico-pratique du niveau de Descartes. On n'est pas des robots, hein, à exécuter des instructions pour prendre une décision. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, naturellement, quand on veut prendre une décision, notre premier réflexe, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre pour lui poser la question « Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ? Et qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie, quoi. » Mais bon, faut que je me documente un peu là-dessus, en effet. Oui. Oui, tout à fait.
Alors, en effet, j'ai des exemples, si vous voulez, je peux vous montrer des robots qui font ce type de choses. En effet, voilà des facettes de l'intelligence artificielle qui sont à développer. Évidemment, l'argent est le plus dépensé, c'est dans le domaine militaire. Poutine a raison, mais j'ai assez confiance dans l'homme pour dire que personne n'aura l'intelligence artificielle qui sera meilleure que les autres. D'abord, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les algos sont partagés, énormément partagés. Et les gens sont sensibilisés à cette problématique de l'intelligence artificielle appliquée dans le domaine dans nos vies, quoi. Alors il y a la Chine qui a décidé de mettre en place Big Brother. À un moment donné, il va y avoir une révolution. Nous, on met le RGPD et on est en train de cadrer un peu et on veut que la vie privée soit respectée et on veut faire attention à ça. Donc, on est en train de mettre des barrières juridiques. Ça n'empêche pas de faire du militaire. Et puis pour l'aspect social, je pense que là, il y a quelque chose à travailler. C'est l'impact du monde du travail. Ce qu'a dit tout à l'heure dans le sketch, et les gens pas intelligents, on en fait quoi? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Est-ce qu'on peut les former pour qu'ils deviennent intelligents? Pas sûr. Et peut-être qu'il faut développer, encore une fois, les autres intelligences. L'intelligence créative, l'intelligence artistique, l'intelligence humaine au sens de la relation, et développer des métiers où on va aider les gens dans la silver economy ou des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est ce que je peux. Et sans vouloir faire de jeu de mots, voilà un bon programme Oui. à développer. Alors, je vous propose, une fois de plus, le débat peut continuer. Je vous rappelle qu'un cocktail dînatoire vous attend en bas à droite quand vous descendez les escaliers. Allez bien jusqu'au bout du couloir. Tous les stands et tous les cocktails sont prêts là-bas. Il y a une tradition quand on fait ce genre de soirée. Elle ne pourrait exister sans des personnes qui nous soutiennent. Et c'est vraiment avec un grand bonheur que je les cite ce soir. Je veux parler notamment de Grenoble IAE, la Graduate School of Management de l'Université Grenoble-Alpes, Ilium, Access Group, Lawson Avocat, le domaine de Sagent Chepi, RH Solutions, le Greta, Formel, Prestige Dauphinois, le groupe Accor, Mercure Hotel, Cofas, ADK, Humanis, Manpower. Vraiment, j'essaye d'oublier personne, sinon je sais qu'après je me fais tirer les oreilles, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'oublie pas bien sûr la structure qui nous accueille, le musée de Grenoble, Edita Tovinska qui nous fait les photos officielles ce soir, le CFP Les Charmilles qui a organisé l'accueil ce soir, le Centre d'affaires Challenge qui nous héberge toute l'année, la librairie de Citre qui va vous proposer des ouvrages ce soir, Rock'n'Roll qui nous a filmé en direct pendant toute la soirée, vous êtes célèbres. Et puis bien sûr la manufacture des Deux Ponts qui nous suit aussi depuis un certain nombre d'années. Alors, dernier élément de la transition avant que vous puissiez rejoindre ce cocktail, il est une autre tradition auquel un président de structure associative tient, c'est de remercier et de mettre en avant ceux qui toute l'année font le travail. Alors d'abord, pendant que nos partenaires se lèvent pour nous rejoindre sur la scène pour la photo officielle, je voudrais que viennent ici sur cette scène également les présidents et présidentes d'associations, qu'elles n'oublient pas de venir, surtout dans une journée comme aujourd'hui. L'année dernière, il y en a une qui m'a fait faux bond alors qu'elle était dans la salle. Elle a interdiction de ne pas venir ce soir. Je vous en prie, président, présidente et les représentants des partenaires, on vous attend sur la scène. Et je vais demander à mon complice de m'apporter quelques éléments qu'il avait en charge. Vous allez voir, ça va se prendre juste quelques minutes. Merci Bertrand. Alors je vous en prie, les présidents, les partenaires, montez sur la salle, vous êtes tous attendus. Et je vous promets que ce sera une des photos officielles qui sera envoyée pour le fameux support de presse que je ne cite toujours pas pour vous laisser la surprise. Venez encore, approchez-vous. Olé. Alors on va laisser Edita nous donner des consignes.
Merci. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, s'il vous plaît. Ne bougez pas, car Bertrand, où est-il passé? Là, Bertrand, viens. Je vais te demander de prendre d'abord les 3 sacs de couleurs. Tu laisses les 2 sacs noirs de côté. Ces 3 sacs qui ont pour objectif de mettre en avant, excusez-moi, mais on est à 8 mars, hein, je ne peux pas faire autrement, hein, les femmes présidentes d'associations qui sont membres de l'Interclub. Je t'en prie, Bertrand. Nous avons une présidente, Famas. Nous avons une présidente chez les responsables de projet. Et puis, tout à l'heure, on a expliqué qu'on pouvait interroger le chatbot à 2 heures du matin de la SNCF. Je vous assure que c'est vrai, vous dire que à 4 heures ce matin, il y avait quelqu'un qui est bien en chair et en os, qu'on pouvait interroger, à qui je demande de rejoindre la scène. C'est Marie-Lu, qui est secrétaire de l'Interclub. Eh bien, à 4 heures du matin, elle était devant son ordinateur, en train de travailler sur des fichiers d'inscrits retardataires. Et je peux vous assurer qu'elle est faite de chair et d'os. Je t'en prie, Marie. Il existe encore un sac. Voilà. Alors, ces 2 sacs sont en noir, non pas parce qu'on boit du noir, mais je voudrais demander à 2 personnes qui ont énormément contribué à cette soirée de venir. Symboliquement, Régis, je vais te demander de venir. Vous savez, notre robot tout à l'heure qui nous a expliqué des choses incroyables en début de séance. Et bien sûr, je te demande de venir sur la scène, Régis, et c'est bien sûr quelque chose pour ta complice. Où est-elle? Annie, je ne la voyais plus. Annie monte sur la scène aussi. Voilà. Et je veux remercier collectivement tous ceux qui ont permis à cette soirée fantastique de réussir, tous les présidents d'associations, toutes leurs petites mains. Vraiment, encore une fois, 1000 merci. C'est qui? Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que la société Rock'n'Roll nous avait filmé. Ce n'est pas la société Rock'n'Roll, c'est une intelligence artificielle. Et j'aimerais bien que Thierry, tu en parles quelques mots au travers de l'expérience qui s'est passée aujourd'hui, ici même. Merci. Donc moi je suis Thierry Cravoisier, président et cofondateur de Rock'n'Roll. On a placé des caméras qui vous ont filmé ce qui s'est passé aujourd'hui et une caméra qui nous sert à faire du contenu, c'est-à-dire qui a filmé en plan large les déplacements de Vincent, qui n'a pas arrêté de balayer la scène, et ce qui va nous permettre de faire apprendre à la machine à recadrer systématiquement, même quand Vincent sort de scène ou presque. Voilà. Donc on intègre de l'intelligence artificielle en termes de deep learning dans nos caméras pour qu'elles puissent faire un film qui soit réalisé en direct et automatiquement, avec des cadrages qui soient toujours très bons. Voilà. Merci. Bravo. Merci.